Aujourd'hui, notre invité s'appelle Charles Robin. Il a une chaîne qui s'appelle Le Précepteur, où il parle de philosophie. Le bonheur, c'est l'absence de trouble. La plus grande partie de notre souffrance, elle est liée à l'imagination. C'est-à-dire de l'inquiétude, de la projection, de l'anticipation. Parce que nous ne sommes pas malheureux à cause de ce qui nous arrive, mais à cause de la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Tu dis que l'amour est un mensonge. Je reprends Schopenhauer quand il dit que l'amour est un mensonge et qu'en fait, ce qui nous domine, c'est l'instinct sexuel. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Charles Robin. Il a une chaîne qui s'appelle Le Précepteur, où il parle de philosophie, où il explique la philosophie. Vous êtes plus d'1 million à le suivre d'ailleurs sur YouTube. Ça fait longtemps qu'on voulait recevoir Charles. On va parler de philosophie aujourd'hui, de la vie, de la mort, l'amour, des grandes choses. On va parler de beaucoup de choses. Mais juste avant, je voulais remercier juste notre partenaire sur cette vidéo. C'est Fruitgees, c'est une société qui propose des mélanges de fruits et légumes lyophilisés en poudre. Il y a quelques temps, on a reçu Florent et Valérie. En fait, ils sont mère et fils. Ils ont ensemble créé la marque Fruitgees. Alors en France, il faut savoir que seulement 20% des Français mangent assez de fruits et de légumes frais par jour. Et chez Fruitgees, ils ont eu l'idée en fait de lyophiliser les fruits et légumes pour garder en fait juste les nutriments essentiels, les vitamines, les fibres, les minéraux, en fait pour vous permettre d'en consommer plus facilement avec un petit sachet. Et donc Florent et Valérie sont venus nous raconter comment ils ont monté Fruitgees en famille il y a 5 ans, en commençant par créer des petites recettes eux-mêmes dans leur cuisine. Ils nous ont expliqué aussi leur parcours, comment ils ont réussi à faire de Fruitgees une entreprise qui cartonne aujourd'hui, avec plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et comme on parle de diététique, on a reçu Jean-Michel Cohen, qui est nutritionniste, vous le connaissez peut-être. Il est venu nous parler des aliments en fait bons pour notre santé, de ce qu'il faut manger au petit déjeuner par exemple, et le rapport qu'on a au sucre au quotidien. On aborde plein de sujets et de rumeurs. Alors, si vous n'avez pas encore vu l'émission avec Florent et Valérie, les cofondateurs de Fruitgees, on vous met toutes les infos et le lien dans la description pour voir l'émission sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à eux de nous sponsoriser, merci beaucoup. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en 30 secondes sur notre chaîne YouTube. Juste avant de commencer, vous pouvez aussi commenter la vidéo et puis la liker, ça nous aide beaucoup. Et en podcast audio, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Si vous nous découvrez aujourd'hui, sachez qu'on est disponible juste en audio. Ça, vous pouvez nous mettre dans la voiture, sur les transports, si vous êtes au bureau, si vous êtes le soir en train de cuisiner ou chez vous, vous pouvez mettre les écouteurs et puis nous écouter donc sur ces plateformes de podcast audio. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Chaque semaine, on le voit et ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'on part en tournée parce que justement, Charles, le précepteur, philosophe, on va parler de philosophie, elle vient de Montpellier. On va justement passer à Montpellier. On va lancer une tournée à partir du 7 octobre 2026. On sera le 17 octobre à la Sud de France Arena. Donc, si vous voulez prendre vos places, vous pouvez y aller. Il y a 8300 places justement à Montpellier. Il y aura Rémi Gaillard qui sera avec nous pour ce show. Il y aura des invités qui ont marqué la chaîne. Il y aura une scène centrale. Vous pouvez venir en famille, entre amis, avec des enfants. Et il y aura des anecdotes qui n'ont jamais été racontées à l'extérieur. Et vous ne pourrez pas filmer dans la salle. Il y aura une impossibilité de filmer ni d'enregistrer. Et donc, du coup, on pourra vraiment se dire les choses. Et tout ce qui se dira en salle restera en salle. On va venir à Toulouse, à Chambéry. On passera à Strasbourg vous voir, à Nice, à Montpellier, à Bruxelles, à Paris aussi, à la Adidas Arena. On fait 2 soirs à la Adidas Arena le 14 et le 15 novembre 2026. Donc, si vous voulez prendre vos places, légende-tour.fr. Hâte de vous y voir. On est en train de préparer des trucs. On a des autorisations. Vraiment, je ne pensais pas qu'on les aurait. On est en train de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel sur cette tournée avec des invités incroyables. Il y a Franck Dubos qui sera là. Il y aura Kev Adams, Michael Youn, Maxime Gasteuil, Samuel Bambi qui sera là aussi. Il y a plein d'invités qui vont se rajouter et qu'on va annoncer très bientôt. Il y a quasiment plus de place sur la plupart des dates. Donc, allez les prendre rapidement si vous voulez. C'est légende-tour.fr. Hâte de vous y voir. Et c'est parti. On va parler de philosophie maintenant et de philo vraiment facilement compréhensible avec Charles, le précepteur sur Légende. On y va. Charles Robin, alias le précepteur, je vulgarise la philosophie et aujourd'hui, je vous raconte mon parcours sur Légende. Et ben voilà, bienvenue Charles, je te reprends le clap. Merci à toi, je suis content de te recevoir. Merci. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir. Ouais, et moi, ça fait longtemps que je regarde ton émission, que j'aime beaucoup. Merci. Parce que je trouve que tu as une grande qualité par rapport à beaucoup d'intervieweurs, c'est que tu laisses parler tes invités et surtout que tu n'es pas dans le jugement. Et moi qui aime la philosophie, j'aime comprendre. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleure approche de l'être humain que de le laisser s'exprimer et en mettant de côté nos jugements, nos a priori et nos préjugés. Donc, que d'écouter, ouais, il faut écouter. Il faut écouter, et puis parfois on se surprend à écouter des gens dont on se dit qu'ils ne nous auraient pas intéressés au départ. Tu vois, moi ça m'arrivait des fois d'écouter certaines de tes émissions en me disant, bon,
ça va peut-être pas m'intéresser. Et finalement, si, tu apprends énormément de choses. Donc, bravo pour ce que tu fais. On découvre plus sur l'être humain. Merci beaucoup, toi aussi. Alors, Charles a une chaîne qui s'appelle Le Précepteur. Tu as 1 million d'abonnés, c'est ça, sur YouTube aujourd'hui. C'est très intéressant sur plein de sujets. Je me suis pareil, tu es en podcast aussi, tu es sur YouTube. Et à chaque fois, j'écoutais des petits extraits. Je me disais, putain, mais c'est hyper intéressant. On s'était écrit sur les réseaux sociaux. Pour la petite anecdote, on devait faire cette émission depuis longtemps. Tu habites à Montpellier, toi. Ouais, c'est ça. Et on a eu 2-3 empêchements sur des tournages et décalages, et on a enfin réussi, donc je suis très content. On va parler un peu de philosophie. Toi, le but de ta chaîne, c'est d'essayer pas de vulgariser, j'aime pas trop ce mot, mais de la rendre très accessible. Moi, j'aime bien le mot vulgariser parce que j'assume le fait de m'exprimer à des gens ordinaires, à des gens normaux. D'ailleurs, mon livre au départ, je voulais l'appeler « La philosophie expliquée aux gens normaux ». Mais on m'a dit que ça pouvait être mal interprété. Parce que qu'est-ce que ça veut dire normal, anormal? Ouais. Les gens normaux, c'est les gens ordinaires, c'est les gens qui ont un métier, qui ont une vie de famille, une vie sociale et qui n'ont pas une formation de philosophe, mais qui pourtant se posent des questions, s'interrogent, réfléchissent. Tu sais, c'est le fameux barbecue pendant l'été où tu finis à boire des verres de vin avec des amis, puis à la fin, tu te mets à faire de la philosophie sans même t'en rendre compte. Et qu'est-ce que c'est faire de la philosophie dans ce cadre-là? C'est se poser des questions existentielles, c'est se poser des questions sur le sens de la vie, sur le pourquoi on est là, sur qu'est-ce qu'une vie réussie, sur qu'est-ce qu'il y a après. Quand je dis après, c'est-à-dire après la mort. Toutes ces questions-là, finalement, qui nous accompagnent tout au long de notre vie et dont on ne sait même pas que ce sont des questions philosophiques. Moi, j'essaye de montrer à travers ma chaîne et aujourd'hui à travers mes livres que ce sont des questionnements qui concernent absolument tout le monde et qu'il ne faut pas avoir peur de la philosophie. On va parler de l'amour. Ouais. C'est un sujet. On a fait une émission avec André Comte-Sponville il y a quelques temps sur la philosophie et qui avait été très appréciée. J'avais vu les messages. Je vous avais demandé de refaire de la philo. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. En plus, c'était prévu avec toi. On va parler des pulsions, du hasard, de la mort, de la vie, des choses larges. J'étudie, on se pose toujours des questions. Effectivement, on s'en pose sur plein de sujets. Comment on peut décrire, si tu veux bien, pour reprendre la base, on essaye de partir du principe qu'on ne connaît pas du tout le sujet quand on commence une émission pour laisser personne sur le côté. Qu'est-ce que la philosophie, très rapidement, puis après on va parler des sujets précis. On peut partir de l'étymologie du mot. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Oui. Donc ça, c'est un mot qui a été inventé par Pythagore. L'ami de la sagesse, pour le différencier du sage. Le philosophe n'est pas le sage. Le philosophe, c'est celui qui aspire à la sagesse. Donc déjà, le philosophe, il ne sait pas tout. Disons qu'il est en cheminement. Mais une définition... Il apprend, quoi. Comment ? Il apprend. Il apprend, exactement. Il est en perpétuel apprentissage, le philosophe. Donc il peut se tromper. C'est pas parce que quelqu'un est philosophe qu'il a forcément raison. C'est ça que je veux dire. Une autre définition un peu plus simple, c'est celui qui s'interroge sur les grandes questions existentielles de l'humanité. Donc c'est les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Par exemple, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux? Que puis-je savoir? Que veut dire la mort? Que veut dire la vie? Tu vois, toutes ces questions-là. Bien sûr. Auxquelles on est confronté d'une façon ou d'une autre. Moi, je dis souvent, tu sais, on se pose la question du temps quand on voit apparaître les premiers cheveux blancs. On se pose la question du bien et du mal quand on a été trahi par un ami. Donc ça part toujours de situations extrêmement concrètes. Et pour moi, la philosophie, ce n'est rien d'autre que s'interroger et essayer d'éclairer des problèmes qu'on se pose tous et qui, justement, parce qu'on se les pose tous, sont des problèmes universels. Maintenant, c'est bien d'avoir un bagage conceptuel, lexical, parce que certains problèmes philosophiques nécessitent d'avoir les bons outils pour pouvoir les penser. Et je pense qu'on peut aussi rendre la philosophie accessible, et quand on emploie des mots techniques, il suffit de les définir ou de les illustrer, et tout le monde peut s'y retrouver. Oui, il faut avoir beaucoup de vocabulaire quand même pour comprendre à partir d'un certain niveau la philosophie. Oui, mais c'est comme dans tout, parce que n'importe quel domaine a son jargon, a son vocabulaire, et la philosophie ne fait pas exception. Mais ce que je veux dire, c'est que on nous a beaucoup trop fait croire qu'on ne pouvait pas faire de philosophie si on ne maîtrisait pas le bagage technique. Et moi, je dis le contraire. Oui, faire des études de philosophie, ça aide pour pouvoir parler de tel auteur, de telle œuvre, de tel concept, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas en parler à quelqu'un qui n'a jamais fait de philosophie. Toi, tu as 40 ans, dans quelques jours après le tournage. Tu as quoi comme étude? Comment tu t'es retrouvé à faire de la philo? C'est quand même pas quelque chose de très courant aujourd'hui. Ouais, alors moi j'ai fait un master de philosophie. Mais il faut savoir, pour l'anecdote, que j'ai passé ma vie à me demander ce que j'allais faire de ma vie. C'est-à-dire que j'étais bon à l'école, donc ça, je l'assume, je le revendique, j'étais à l'aise. Pourquoi tu l'assumerais pas? Parce que ça peut donner l'impression que, tu sais, quand on réussit à l'école, c'est pas forcément une preuve d'intelligence, c'est une preuve d'adaptation
au système éducatif tel qu'il est. Et moi, j'aurais beaucoup de reproches à faire au système éducatif tel qu'il est. Tu dis ça aussi pour ceux qui ne sont pas bons à l'école, Exactement. pas pour ça qu'ils ne sont pas intelligents. Ben oui, parce que rester assis 8 heures d'affilée sur une chaise et être dans une sorte de passivité par rapport à l'information, tu vois, c'est pas évident. Hein. Moi, je pense que ça manque d'activité physique, ça manque aussi de mise en pratique. D'excitation du cerveau. Ouais. C'est d'happening, de surprise, Mais oui, de trucs. parce que fondamentalement, qu'est-ce qui fait que tu as envie de comprendre? C'est quand tu fais face à un problème. Donc le problème, c'est je n'y arrive pas, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui arrive, ça ne fonctionne pas. Donc ça va faire naître la curiosité. Et la curiosité va faire que tu vas apprendre et comprendre. Mais sauf que les gamins qui sont à l'école, on leur demande pas, on les met pas face à des problèmes. On leur dit, vous allez apprendre ça. Mais pourquoi j'apprendrai ça? Quelle est ma motivation? Quel sens ça a pour moi d'apprendre quelque chose dont j'ignorais l'existence 1 heure avant? Tu vois, je trouve que c'est pas adapté. Je trouve que c'est plus efficace, et j'ai été prof particulier pendant 10 ans, donc je sais de quoi je parle, c'est plus efficace de confronter l'élève à des problèmes pour ensuite l'amener à vouloir trouver la solution. Et c'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend le plus dans la vie? On apprend ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, ou, à contrario, ce qui nous empêche d'avancer. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'éducation nationale, mais moi, dans mon cas personnel, il se trouve que j'étais à l'aise, donc j'étais adapté à ce type d'apprentissage. Oui, ça t'allait, quoi. Ça m'allait. Et donc, très vite, je me suis découvert une sensibilité littéraire, intellectuelle, parce que je viens pas du tout d'un milieu intellectuel, hein. Moi, je viens d'un milieu prolétaire, on n'avait pas de bouquins à la maison, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, donc moi, j'ai été éduqué à la télé. Et malgré ça, j'ai développé un goût pour le monde des lettres, le langage et la réflexion. Et donc, c'est quand je suis arrivé au lycée que j'ai commencé à découvrir les auteurs, les philosophes. Et là, je me suis rendu compte que des philosophes qui avaient vécu il y a 2000 ans, 2500 ans, se posaient des questions que je me posais moi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais toujours fait de la philosophie sans m'en rendre compte. J'avais toujours fait de la philosophie en ignorant ce qu'était la philosophie. Et c'est quand j'ai compris qu'on appelait ça de la philosophie, c'est-à-dire s'interroger sur les grandes questions de l'humanité, que j'ai décidé d'en faire mes études, mon métier. Mais après, ça s'est fait un petit peu en improvisation. Alors, oui, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas quand tu as fait tes études YouTube, les chaînes YouTube, etc. Alors, c'était... Qu'est-ce que tu pensais faire? Prof de philo, Voilà, peut-être? c'est ça, exactement. Au départ, tu fais de la philo pour devenir prof de philo. Ce qui est un peu, d'ailleurs, tu sais, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu fais des études pour devenir prof, qui lui-même va donner des cours à des étudiants qui vont eux-mêmes devenir profs. Donc, c'est le transfert de l'information aussi. Oui, c'est ça, mais ça tourne un peu en vase clos. Ouais. Après, on peut avoir des philosophes qui vont travailler dans des entreprises et qui vont apporter leurs compétences philosophiques dans des entreprises. Ah bon? Oui, ça existe. Bah oui, par exemple, moi j'ai été contacté par des entreprises, alors j'ai pas donné suite, pour essayer d'aider les employés, enfin les collaborateurs, comme on dit maintenant, par exemple, à mieux se comprendre et mieux s'écouter les uns les autres. Donc je faisais des petites interventions philosophiques pour sensibiliser à la question de l'altérité, à la question du point de vue de l'autre qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on est tous, par définition, enfermés dans son propre point de vue. Et ça fait naître des conflits, ça fait naître des malentendus, des incompréhensions. Et donc un peu de philosophie, ça peut aider à travailler en harmonie, on va dire ça comme ça. Ça vient d'où le précepteur, ton nom, avant qu'on parle de sujet précis de philo? Ça vient d'où ce nom? Alors il y a une vraie histoire, c'est parce qu'au départ, ma chaîne n'était pas une chaîne de philosophie, mais une chaîne de pédagogie. J'étais prof particulier, j'ai passé une formation qui s'appelait formation précepteur. Donc précepteur, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, c'était les professeurs particuliers des enfants de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Et donc, on a remis au goût du jour cette appellation, précepteur, pour que le métier de professeur particulier soit davantage reconnu. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme de professeur particulier, alors que c'est un vrai métier. Et donc, j'ai lancé au départ une chaîne que je voulais être une chaîne de pédagogie. Donc, j'étais précepteur, c'est-à-dire professeur particulier. Et il se trouve qu'avec le temps, les gens, les spectateurs m'ont demandé de parler davantage de philosophie parce qu'ils savaient que c'était mon domaine de formation et parce qu'ils préféraient m'entendre parler de philosophie. Donc je suis passé d'une chaîne de pédagogie à une chaîne de philosophie, mais j'ai gardé le pseudonyme du précepteur. T'en parles dans ton livre, hein, la philosophie, c'est pour vous aussi. Voilà, c'est le nom du livre, c'est chez Larousse. Je vous mets le lien, si vous voulez le commander directement dans la description de la vidéo, sous la vidéo YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi, ça nous aide beaucoup. Et puis si vous avez des questions, des remarques, d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tu iras voir les commentaires ou pas? J'irai les voir, mais je fais attention aux commentaires. Ah bon? Oui, je fais attention aux commentaires. Dans quel sens? Dans les deux sens. C'est-à-dire que l'être humain est un être orgueilleux, l'homme public l'est d'autant plus,
Et quand on voit un commentaire négatif, on a l'impression que c'est plus important que 100 commentaires positifs. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Parce que le moindre commentaire négatif peut nous agacer. Et moi, je suis quelqu'un qui pratique le stoïcisme, c'est-à-dire le détachement émotionnel, et que je n'aime pas me confronter à des choses négatives, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Mais je n'aime pas non plus me confronter à des compliments que je jugerais presque parfois excessifs. Tu vois, donc c'est dans les deux sens. J'essaye de ne pas être trop sensible aux critiques, comme j'essaye de ne pas être trop sensible aux compliments. Bon, je vous mets, si vous nous suivez aussi en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous avez l'épisode et vous avez la description de l'épisode, vous cliquez dessus, puis vous pourrez avoir le lien comme ça pour prendre le livre directement. Voilà, c'est marqué, c'est ta photo, par le précepteur, plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, sur une petite pastille jaune. Dans le livre, tu parles de l'amour, et tu dis qu'il n'y a pas d'amour désintéressé. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, pas d'amour On va parler de l'amour après au sens large, mais pourquoi pas d'amour désintéressé ? Là, je reprends la pensée d'une philosophe américaine d'origine russe qui s'appelle Ayn Rand, qui prône l'égoïsme comme une vertu. En gros, elle dit il ne faut pas avoir honte d'être égoïste, parce qu'on est tous égoïstes, et finalement, c'est très bénéfique pour l'être humain d'être égoïste. Et c'est vrai que du point de vue de la survie, on peut se dire que l'égoïsme, ça peut favoriser la compétition pour la survie. D'autres diraient qu'au contraire, c'est l'entraide, comme Kropotkin, l'entraide qui favorise la coopération et donc la survie du groupe. Mais peu importe. Là, à ce moment-là, je parle d'Ayn Rand, et elle explique que tout ce qu'on fait a une source égoïste, y compris ce qui est altruiste en apparence. Exemple, tu aimes quelqu'un. Tu aimes ta femme, par exemple. Si tu aimes ta femme, qu'est-ce que tu souhaites à ta femme ? Le meilleur. Le meilleur. Donc tu lui souhaites d'être heureuse, tu lui souhaites d'être en bonne santé, tu as envie de lui faire plaisir. Mais en fait, tout ça, si tu regardes bien, tu le lui souhaites parce que tu l'aimes. Et donc, ça te fait plaisir de lui faire plaisir. Ça te rend heureux qu'elle soit heureuse. Mais si c'était ta voisine ou quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, tu n'aurais pas le même désir que celui que tu as pour ta femme. Ce que nous dit Ayn Rand, c'est que quand on souhaite le bonheur de quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. Autrement dit, c'est parce que ça nous fait du bien que la personne qu'on aime soit heureuse. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'amour désintéressé, ça veut dire que même si tu aimes quelqu'un, c'est dans ton intérêt que tu fais des choses pour elle. C'est justement parce que tu l'aimes que tu as intérêt à ce qu'elle soit heureuse, à ce qu'elle soit en bonne santé, ou à lui faire plaisir. Elle prend l'exemple d'un homme dont la femme aurait une maladie, et donc il serait obligé de sacrifier toutes ses économies pour lui payer un traitement. Elle dit en fait, mais c'est pas un sacrifice, puisque grâce à ça, l'homme va pouvoir sauver la femme qu'il aime. Donc ça va le rendre heureux de sauver la femme qu'il aime. C'est pas un sacrifice. Ce serait un sacrifice s'il y perdait quelque chose. Mais là, il y gagne. Et donc en fait, ce que nous dit Ayn Rand, c'est qu'il ne faut pas en avoir honte, mais il faut assumer le fait que quand on aime quelqu'un, on l'aime d'abord pour soi. Nos enfants, par exemple, on les aime. Oui. Très fort. Oui. Mais est-ce que c'est de l'égoïsme, en gros ? Est-ce que l'homme est égoïste ? Je dirais que le sujet est un petit peu différent de ce qu'on vient de dire, mais que ça le rejoint. Parce que tu as des enfants, j'ai des enfants, je sais ce que c'est que d'aimer son enfant. Pourquoi on aime nos enfants et pas les enfants des autres ? Très bonne question. Parce que on est réglé comme ça pour aimer, pour perdurer, j'imagine. Il y a un truc en nous pour faire perdurer l'humain. Et ça, c'est ce que disait Schopenhauer. Qui est un philosophe qui est aussi dans ta BD. On va en parler parce que tu as sorti une BD après. Exactement. Ouais. Schopenhauer, philosophe du XVIIIe siècle, en fait, il s'est interrogé sur l'amour, mais l'amour au sens de l'amour sexuel, le désir sexuel qui fait qu'on a envie de coucher avec quelqu'un. De faire perdurer la race humaine. Voilà. En fait, il explique, il a un point de vue très naturaliste sur l'être humain. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions morales. Il analyse les comportements humains à l'aune des principes de la nature. Autrement dit... Des animaux. Oui, voilà. Comment les animaux font il avait même une meilleure opinion des animaux que des êtres humains, parce qu'il considérait que l'être humain, c'est un animal qui peut se dissimuler à lui-même qu'il est un animal. Autrement dit, l'être humain est un animal hypocrite. C'est un animal capable de se détourner des lois de l'animalité.
Alors que l'animal est beaucoup plus spontané, beaucoup plus sincère. L'amour d'un chien est beaucoup plus sincère que l'amour d'un homme. C'est ça qu'il essaye de nous dire. Et d'ailleurs, il avait un chien, il avait plusieurs chiens. À chaque fois, il leur donnait le même nom. Parce qu'il considérait que c'était la suite. La vie, en fait, la vie qui s'incarnait à travers le chien, tu vois, c'est très intéressant. Il les a appelés pareil, tout ça. Il s'appelait Atma, tous ses chiens s'appelaient Atma. Et quand son chien Atma faisait une bêtise, il l'engueulait en lui disant « Atma, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme ». Donc ça prouvait à quel point, pour lui, l'homme était en dessous de l'animal. Ouais. Mais en tout cas, pour lui, nous obéissons tous à la même force vitale. Il appelle ça la volonté. Hein. Ce n'est pas la volonté au sens de la volonté individuelle. C'est une force métaphysique qui régit le monde et qui régit la vie. Et qui fait qu'un être humain, en tant qu'il est animé par la vie, il a un désir de se perpétuer. C'est plus fort que lui. C'est comme ça. C'est le principe de tout être vivant, le désir de persévérer dans son être. Donc chez l'être humain, ça passe par deux voies. Premièrement, rester en vie, donc la conservation. Survivre. Donc c'est ce qui fait que tu vas manger. Pourquoi tu as faim ? Parce que c'est nécessaire à ta survie. Pourquoi tu as soif ? Parce que c'est nécessaire à ta survie. Pourquoi dormir ? C'est la même chose. Mais la deuxième voie, c'est la perpétuation. Parce que toi, en tant qu'individu, tu vas survivre, mais pas indéfiniment. Donc il faut que tu trouves un moyen, un stratagème, pour te perpétuer au-delà de toi-même. Et c'est là qu'entre en jeu la reproduction. Reproduire, c'est se produire à nouveau. Donc ton enfant, c'est quoi ? C'est toi en miniature. C'est toi qui vas vivre plus longtemps. Alors évidemment, c'est pas conscient. On se dit pas, tiens, je vais faire un enfant parce que je veux survivre à ma propre mort. Mais ce qui se passe quand on a un enfant, c'est qu'on a entre les mains un être qui est nous, mais qui va vivre plus longtemps. Voilà pourquoi il devient pour nous l'être le plus important, voire plus important que nous. Parce que nous, quelque part, on est déjà une version abîmée, tu vois, de notre être. Notre enfant, c'est la version neuve, donc prometteuse. C'est la version dont on a envie de prendre soin un maximum. Voilà pourquoi on ne veut pas que notre enfant fasse les mêmes bêtises que nous. Et pourquoi d'ailleurs, des fois, on va l'engueuler sur ce qu'il fait, alors que nous-mêmes, on a fait la même chose à son âge, mais parce qu'on sait que c'est la mauvaise voie et qu'on veut le meilleur pour lui. Donc je pense qu'on aime nos enfants par égoïsme, parce qu'ils viennent de nous, mais quelle est la plus belle forme d'égoïsme que celle qui te porte à aimer un être qui n'est pas toi. Et c'est ça que je trouve fascinant dans l'amour parental, c'est que c'est à la fois la plus grande forme d'égoïsme et en même temps la plus grande forme d'altruisme. Parce qu'on ne va pas se mentir, Guillaume, et tu le sais très bien, on est des pères modernes, donc on sait ce que c'est que de souffrir dans les premiers mois de l'enfance, que de ne pas dormir. L'épuisement, c'est quand même terrible. Je ne vois pas de quoi tu parles. Dit-il en frottant les cernes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de souffrance. Hein. Tu sais, la phrase « Ayez des enfants, vous verrez, c'est que du bonheur ». Bon, ça, c'est une phrase de menteur. C'est pas vrai, c'est pas que du bonheur. Et d'ailleurs, si c'était que du bonheur, ça perdrait une partie de sa valeur. C'est aussi du sacrifice. Mais on se sacrifie pourquoi ? On se sacrifie pour des choses qui en valent la peine. Parce que si c'était pas difficile, ça n'aurait pas la même valeur. En tout cas, l'attachement naît de l'investissement. C'est-à-dire que plus tu investis dans quelque chose, plus tu vas donner de la valeur à ce quelque chose. Alors là, on parle d'un enfant, mais c'est pareil, je veux dire, si tu vas par exemple monter ton propre meuble, voire le fabriquer, à tes yeux, il aura plus de valeur que si tu l'avais acheté déjà monté sur le bon coin. Ouais. Exactement. Parce que pour toi, ce sera juste un meuble que tu as acheté. Là, tu auras une fierté particulière, il aura une valeur particulière, parce que ça vient d'un effort. Je pense que c'est pareil aussi pour l'enfance, puisque l'enfance, ça dure longtemps chez les êtres humains, l'enfance. Hein, les enfants mettent énormément de temps avant de devenir autonomes dans l'espèce humaine, ce qui n'est pas le cas. Par rapport aux animaux. Par rapport aux animaux. Qui vont être quasiment autonomes au bout de certains quelques heures. Quelques heures pour animaux, marcher. Des insectes. Ouais. Oui, quelques heures pour marcher, le cheval. Et quelques semaines pour chasser. Ouais. Alors que nous, c'est démesurément long pour qu'ils soient autonomes. Et même quand ils sont censés l'être, ils ne le sont pas toujours. Donc c'est perpétuité pour le parent de toute façon. On le sait. Bref, pour revenir à ta question, après ce long détour, je pense que l'amour qu'on a pour nos enfants est un amour inconditionnel, mais que ce n'est pas parce qu'il est inconditionnel qu'il ne comporte pas une part d'égoïsme. Et cet égoïsme, ce n'est rien d'autre que l'égoïsme inscrit en nous par la nature, qui fait que parce qu'on est animé d'un instinct de survie, on prolonge cet instinct de survie dans notre progéniture. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'amour ? Parler d'amour, pourquoi on se met en couple ? Pourquoi on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aime ? Je dirais qu'on recherche ce qui nous complète. Je ne sais pas si tu connais le mythe des androgynes de Platon. Non. Plus exactement d'Aristophane. C'est une histoire qui a été écrite dans l'Antiquité
Alors au départ, c'était dans un but moqueur, et puis finalement, c'est devenu une histoire symbolique très intéressante philosophiquement. C'est l'idée que, au début de la création, les êtres humains n'étaient pas divisés en hommes et femmes. Il n'y avait pas les mâles et les femelles. Il y avait des êtres doubles, qui étaient donc des êtres complets. Et que ces êtres complets étaient tellement puissants qu'ils ont voulu défier les dieux, et pour les punir, Zeus les a coupés en deux, les condamnant ainsi à passer le restant de leur jour à rechercher leur moitié manquante. Et donc c'est là qu'est né l'amour Eros, l'amour-désir, c'est-à-dire l'amour qui nous cherche, tu sais, qui nous porte à chercher l'âme sœur, comme on dit, Oui. notre moitié. Et donc, qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est un châtiment. C'est un châtiment parce que c'est ce qui fait qu'on va toujours chercher ce qui nous manque. Et donc, cette partie manquante, quand on la trouve, on s'unit à elle, et là, on ne fait plus qu'un. Donc je pense que l'amour est un désir d'absolu. C'est un désir d'unité métaphysique. Je vais faire un petit parallèle. J'imagine que tu ne te souviens pas du moment où tu étais dans le ventre de ta mère. Non. Non. J'ai peu de souvenirs de ce moment-là. Mais en revanche, il y a peut-être une vidéo de toi en train de sortir du ventre de ta mère, ou en tout cas, il y a des gens qui étaient là et qui ont vu à quel point ça a été une souffrance pour toi. Parce que quand tu sors du ventre maternel, tu pleures. Pourquoi ? Parce que l'oxygène vient brûler tes poumons, parce qu'il fait froid, faut pas croire, et parce qu'il y a du bruit. C'est infernal la naissance. Pour moi, la naissance, c'est une mort. Parce que c'est la mort de ce paradis. Du ventre de la mère, Ouais, de ce paradis. du cocon chaud. Exactement, prénatal, qui consiste dans la fusion et l'osmose du fœtus dans le ventre de sa mère. Un fœtus dans le ventre de sa mère, il n'a même pas besoin de se nourrir. Ça vient directement. Alors qu'un enfant, il est obligé de téter, c'est un effort. Hein, puis tu sais, dans la Bible, on dit, voilà, Ève enfantera dans la douleur, tu travailleras à la sueur de ton front. Bon, dès la naissance, il faut travailler. C'est-à-dire, il faut faire un effort pour se nourrir, il faut faire un effort pour respirer. Et puis quoi encore ? Tu vois, donc c'est injuste. Et finalement, je dirais que l'amour, c'est cette unité. C'est ce sentiment de fusion et d'intégration dans une totalité. Je dirais que l'être humain, quand il cherche l'amour, il recherche ça. Métaphoriquement, symboliquement, indirectement, peu importe. À se compléter, quoi. Il cherche cet état de complétude. Tu dis que l'amour est un mensonge. Ça, Alors- c'est dur. Hein. J'ai ouvert le livre et j'ai dit l'amour est un mensonge. Pourquoi tu dis que c'est un mensonge ? Ça, c'est Schopenhauer. Je reprends Schopenhauer quand il dit que l'amour est un mensonge ou que c'est une illusion. En fait, il explique que quand on aime quelqu'un, on croit qu'on aime la personne parce qu'elle a quelque chose de spécial. Parce que, je sais pas, elle est faite pour nous. Parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, Oui, parce qu'elle nous réconforte. En tout cas, parce qu'elle répond à un certain nombre de critères qui sont les nôtres. Ouais. Et c'est vrai. Mais Schopenhauer nous dit, en fait, l'amour, c'est le masque de la nature, donc la nature avec un N majuscule, qui nous manipule pour nous pousser à nous reproduire les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, c'est la couche sentimentale qu'on met par-dessus La nature, quoi. l'instinct sexuel. Et qu'en fait, ce qui nous domine, c'est l'instinct sexuel. Et par-dessus, on va mettre cette couche sentimentale, quelque part pour se dire qu'on n'est pas que des animaux, pour se dire qu'on n'est pas des bêtes. Non, si on se reproduit, c'est pas juste par pulsion sexuelle, c'est parce qu'on aime, c'est parce qu'on veut avoir des enfants. Et là, Schopenhauer nous dit non, mensonge tout ça, hypocrisie tout ça. On reste des animaux, mais simplement on invente des fictions qui nous permettent d'accepter notre animalité en la dissimulant. Tu vois, on recouvre. D'ailleurs, il y a plein de mots comme ça dans le champ lexical de la culture qui sont des mots associés à l'idée de recouvrement. Tu vois, la coutume, par exemple, étymologiquement, ça veut dire costume. Donc c'est ce qui habille, habitude. Tu vois, c'est l'idée de recouvrement. Selon l'idée que la nudité, c'est l'animalité. Non, on recouvre les choses. Donc quand on voit, par exemple, les tenues de mariée, c'est magnifique, les tenues de mariée, ces belles robes, ces beaux pantalons, c'est magnifique. Mais sauf qu'on oublie que la finalité, c'est la chambre à coucher. C'est la nuit de noces. Autrement dit, c'est l'acte sexuel, la finalité du mariage. Tout ça ne sert qu'à préparer l'acte sexuel. Tu vois ? Et donc, c'est du folklore, c'est de l'habillage culturel pour nous faire oublier que la finalité, c'est de se reproduire parce que c'est de perpétuer la vie.
Et d'ailleurs, une femme enceinte, on la félicite, hein, on fait des soirées, on débouche des bouteilles pour célébrer la grossesse. On va demander de nous montrer l'échographie, hein, les côtés 1, les côtés 2. On va pas nous... Trimestre 1, trimestre 2. Trimestre 1, trimestre 2. On va rarement demander la vidéo de l'acte sexuel qui a conduit à la grossesse. Alors qu'en fait, c'est ça qui a déterminé ce ventre rond. Le reste, oui, bien sûr. Donc on va, tu vois, on va dire, oh, c'est mignon. On va cacher l'animalité. On va cacher l'animalité, on va faire des baby showers où on va offrir voilà, la liste de naissance, les peluches, les machins. On va montrer tout ce qui est doux, tout ce qui est sentimental pour faire oublier que derrière, il y a une pénétration. Et bien c'est ça que nous dit Schopenhauer. Je ne m'attendais pas à la fin de ta phrase, mais oui. Donc, si tout ce qui compte, finalement, c'est de se reproduire, qu'est-ce qui nous différencie des animaux ? Pour Schopenhauer, absolument rien, si ce n'est la capacité à se persuader nous-mêmes, à se faire croire nous-mêmes qu'on vaut plus que ça. Si tu veux, Schopenhauer, il dit « Nous sommes tous des animaux, mais l'être humain, parce qu'il a une conscience et une intelligence, il se croit au-dessus des animaux. » Donc finalement, ce qui nous différencie, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil de se dire « je vaux plus que ça ». Voilà. Mais à part ça, rien ne nous différencie. Alors par contre, moi je ne rejoins pas totalement Schopenhauer dans le fait que je pense que l'amour, c'est aussi une expérience qui peut te transformer. Je veux dire par là que par amour, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas faites si on n'avait pas été amoureux. L'amour, c'est aussi le stimulant de la conquête. Il y a des gens qui vont entreprendre par amour, pour prouver leur amour. Vous avez reçu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a pas caché qu'il avait voulu devenir président par amour. Et c'est pareil pour tous les grands personnages de l'histoire. Il y a toujours derrière une affaire, tu vois, de prouver qu'on vaut la peine. Ce désir de reconnaissance dont l'amour est la réponse. On a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé. Simplement, les moyens d'être aimé vont différer selon les uns ou selon les autres. Être aimé, c'est sentir que l'on compte pour quelqu'un, que l'on compte au-delà des intérêts matériels. Tu parles dans le livre d'un super donneur de sperme qui a eu, je ne sais plus combien, c'est L'homme aux 1000 enfants sur Netflix. Il y a un reportage d'ailleurs à ce sujet, je crois. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu l'as mis dans le livre et raconter cette histoire ? Alors c'est Jonathan Meyer. Et le rapport avec la philo aussi. Bien sûr. C'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on a un homme qui est devenu addict au don de sperme. Donc au départ, il donnait son sperme dans des banques de sperme aux Pays-Bas. Et puis il s'est mis à le faire. C'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire vraie, bien sûr. D'ailleurs, le gars avait une chaîne YouTube où il expliquait que pour lui, c'était très important de faire ce qu'il faisait. Et donc, il a contourné un petit peu le règlement des banques de sperme qui interdisent logiquement de faire plus de temps de dons. Pour pas qu'il y ait de consanguinité, exactement. Si des gens se croisent et en fait sont frères et sœurs, parce qu'ils ont été fécondés in vitro avec le sperme de ce même monsieur dans d'autres villes et qu'après ils font leurs études et ils se rencontrent. Voilà. Parce que le principe du don de sperme, c'est l'anonymat. Donc tu ne peux pas savoir d'où vient le sperme. Donc pour réduire au maximum, au minimum en l'occurrence, la probabilité de consanguinité, on admet un nombre de dons limité. Et lui, il a donné son sperme vraiment à volo. Il a même rencontré des femmes qui voulaient un enfant, avec qui il a fait directement un enfant par voie naturelle. Et la légende raconte, mais c'est pas qu'une légende, hein, ça a été étayé par des sources, que oui, il se pourrait bien qu'il ait eu 1000 enfants, en tout cas 1000 progénitures issues de sa semence. Et ce cas m'a paru très intéressant parce que j'y ai vu évidemment un cas de mégalomanie génétique incroyable. C'est-à-dire que si l'essence de l'être humain, c'est de vouloir se propager, tu sais, en faisant des enfants ou en conquérant l'espace, hein, tu vois, ce que fait Elon Musk, par exemple, la conquête de l'espace, c'est aussi une manière de se perpétuer et de coloniser au-delà de notre espace terrestre. Eh bien, cet homme avait fait la même chose d'un point de vue génétique. Il a colonisé la Terre par ses gènes. Et ça rejoint ce qu'on disait sur Schopenhauer, sur cette idée de la volonté. Ce que Schopenhauer appelle la volonté, c'est la force vitale. Et la force vitale, quel est son but ? Elle est de se perpétuer, elle est de se renouveler, elle est d'aller toujours au-delà d'elle-même.
Et donc, tu as des gens qui n'ont pas de force vitale en eux. Alors, tu vas le voir parce que, ils sont pas très dynamiques, ils sont pas très ambitieux, tu vois. Et puis, tu en as aussi, ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants, tu vois, ça les intéresse pas. Donc, Schopenhauer dirait, eux, ils n'ont pas une force vitale très développée. Et puis, à l'inverse, tu as des gens qui vont vouloir conquérir, qui vont vouloir passer à la postérité. Tu sais, c'est ce qu'on retrouvait chez les guerriers de l'Antiquité, qui voulaient, ils ne voulaient pas les honneurs, ils voulaient la gloire. C'est quoi la gloire ? La gloire, c'est quand tu es mort, mais qu'on parle de toi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es mort et qu'on parle de toi ? Tu survis, parce que tu survis dans les mémoires, tu survis dans les manuels d'histoire. Donc, tu survis à ta propre mort. C'est l'épopée de Gilgamesh, ce roi tyrannique qui se pensait immortel et qui, lorsqu'il voit mourir son ami Enkidu, décide de partir à la quête de l'immortalité. Il s'aperçoit que ce n'est pas possible. La morale de l'histoire, c'est que les dieux ont besoin de mortels qui vont accomplir des exploits pour passer à la postérité, parce qu'on n'a pas d'autre choix pour passer à la postérité. Quels sont les personnages morts que l'on connaît ? Ceux qui ont accompli des exploits. On connaît Napoléon, on connaît Jules César, on connaît éventuellement Jésus-Christ, même si là, on est dans un cas particulier, puisque ce n'est pas quelqu'un qui a cherché la gloire. Mais bref, on est quand même sur des gens qui ont accompli des choses exceptionnelles. Eh bien, les choses exceptionnelles nous permettent de survivre à notre propre mort. On pourrait dire qu'il y a deux manières de survivre à sa mort, c'est soit d'avoir des enfants, 1000 dans le cas de Jonathan Meyer, ou soit de faire des choses spectaculaires, d'accomplir des exploits qui vont passer à la postérité. Il y a beaucoup de politiques, en fait, finalement. Tu te rends compte que c'est les politiques. Napoléon, ça restait des hommes politiques, des chefs, ou des artistes, ou des philosophes. Ou des artistes, exactement, qui ont vraiment duré longtemps, mais en réalité, c'est quelques centaines d'années. Sur l'humanité, c'est rien. Bien sûr, c'est rien. Est-ce qu'on connaît beaucoup d'humains il y a 10 000 ans à part 2-3 pharaons. 2-3 pharaons, et encore pas les plus, pas ceux qui ont fait les choses les plus marquantes. 2-3 squelettes fossilisés, mais d'individus qui ne sont pas distingués. Donc c'est un peu qu'on a renommé Lucie, d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi, c'est une postérité relative. En réalité, c'est assez relatif. Ouais. C'est-à-dire que tu dis, les enfants de tes enfants, là, dans 20-30 générations, de toute façon, est-ce qu'on parlera de quelqu'un qui est vivant aujourd'hui et se compte sur la doigt d'une main ? Mais regarde, c'est Brian Johnson, je crois, qui cherche à devenir immortel. Brian Johnson, c'est le monsieur qui se fait de la transfusion sanguine avec son fils. Depuis l'âge de 17 ans, son fils, il fait de la transfusion avec lui et il prend beaucoup, il met $2 millions, je crois, par an, c'est énorme, juste pour vivre le plus longtemps possible. Ouais. Et il dit qu'il a 20 ans d'âge alors qu'il en a 50 aujourd'hui et qu'il a 20 ans d'âge biologique, un truc comme ça. C'est fou quand même de passer sa vie à lutter contre ce qui fait notre vie, c'est-à-dire le vieillissement. C'est-à-dire vivre pour faire le contraire de ce que fait la vie. Et ça pose question sur l'angoisse qui doit animer des individus qui font ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas mourir ? C'est la peur de la mort. Mais du coup, ta peur de la mort, tu vas la reporter vers la peur de tout ce qui pourrait te faire mourir accidentellement. D'où le mot amortel. Donc pour expliquer rapidement, immortel, c'est quand tu ne meurs pas. Amortel, c'est quand tu ne meurs pas, sauf en cas d'accident. Donc si tu sors et que tu te fais renverser par un bus, tu peux mourir. C'est pas parce que tu auras combattu les effets du temps, les effets du vieillissement, que tu vas résister à un bus. C'est pas encore possible, ça n'existe pas d'ailleurs aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il a peut-être 20 ans, mais on verra s'il survit. Il y a des transhumanistes qui pensent que le premier homme immortel est déjà né. Bon, alors par définition, nous, on ne le verra pas, parce que s'il est tout jeune et qu'il vit indéfiniment, nous ne serons plus de ce monde. Mais je trouve ça fascinant que cette peur de la mort, cette angoisse de la mort, qui a toujours été une constante de l'humanité, je veux dire... tout le monde a peur de la mort. Quand on est face à la mort, je pense que tout le monde a... Des épicuriens qui déjà essayaient de nous rassurer sur la mort, jusqu'aux théoriciens de l'absurde comme Camus, qui posait la question, enfin plutôt qui posait cette affirmation, le seul véritable problème philosophique, c'est le suicide. Sous-entendu, dans un monde absurde, finalement, à quoi bon vivre ? Donc la mort apparaît comme une réponse. La question de la mort, elle chapeaute toute l'histoire de la philosophie, vraiment. Épicure disait, n'ayez pas peur de la mort, parce que tant que vous êtes vivant, la mort n'est pas là. Et quand vous êtes mort, vous n'êtes plus là pour vous en rendre compte. Donc d'une certaine manière, la mort, on ne la rencontre jamais. C'est ce qu'il nous dit Épicure.
Bon, c'est une manière comme une autre de nous dire « n'ayez pas peur de la mort ». Les stoïciens, eux, disaient « tu dois accepter ce qui ne dépend pas de toi, la mortalité ne dépend pas de toi, donc tu acceptes ». Je pense qu'on a aussi, peur de la mort, mais aussi peur de la douleur avant la mort. Tout à fait. Et ça, c'est encore autre chose. Parce que je suis d'accord avec toi. Des maladies, des accidents. S'endormir dans son sommeil, c'est pas pareil que de s'endormir. Tu as une crise cardiaque où tu te sens partir. Et quand tu es en soins intensifs, quand tu es en soins palliatifs et que tu souffres, que si on te débranche, tu sais que tu vas souffrir un martyre et que tu sais très bien que ta vie est terminée en fait après ça. Que c'est la dernière étape, malheureusement. Je pense que la mort peut apparaître comme une délivrance de la douleur. Est-ce que quand on a envie que son enfant fasse le même métier que soi, comment on l'explique ça? Tu sais, souvent on dit tiens, j'ai envie que mon fils, ma fille fasse la même chose. C'est ce qu'on entend souvent dans un dîner, etc. Pourquoi? Bon, je dirais qu'il y a une première partie qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que notre enfant, finalement, c'est une extension de nous-mêmes. Donc forcément, on se projette à sa place. Tu sais, toi, ton fils, moi, le mien, quand on le regarde, on imagine l'enfant qu'on a été et on aimerait que il ait une enfance qui soit plus simple que la nôtre, ou tu vois, qu'il n'ait pas affronté les choses que nous, on a dû affronter, que ce soit plus facile pour lui. Donc il y a ce sentiment, je pense, de projection, identification. Par contre, je pense qu'il y a aussi des parents qui ont du mal à comprendre que leur enfant est un individu. C'est-à-dire que c'est un individu qui a sa propre conscience, qui a sa propre personnalité et qui donc aura ses propres désirs et fera ses propres choix. Souvent, on a tendance à croire que l'enfant doit être absolument la combinaison parfaite des influences de sa mère et des influences de son père. Alors que tu t'aperçois qu'en fait, tu as des enfants qui sont ni l'un ni l'autre. C'est un individu à part entière. Un individu à part entière. Et ça, je pense qu'il serait temps qu'on puisse l'intégrer. D'ailleurs, il suffit de voir des familles où il y a 3, 4 ou 5 enfants qui ont été élevés dans les mêmes conditions pour s'apercevoir qu'il n'y a pas un enfant qui ressemble à l'autre. Et qu'ils ont tous leur propre personnalité et que tu ne peux pas rattacher sa personnalité à tel parent ou à tel autre parent. Ou à l'éducation qu'ils ont eue, parce qu'ils ont eu la même. Et ils ont eu la même. Ou à peu près. Voilà, et je pense qu'il faut accepter cette part, disons, d'aléatoire, de mystère aussi, qui fait que l'enfant ne nous appartient pas en réalité, il n'appartient qu'à lui, et une fois qu'il aura atteint l'âge de raison, l'âge de l'autonomie, il pourra prendre ses propres décisions. Moi, parfois, je me surveille, quand je suis avec mon fils, je me surveille au sens où j'essaye de ne pas lui imposer, même inconsciemment, ce que je crois être bon pour lui et qui, en fait, correspond à ce que je crois bon pour moi. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis passionné par les lettres, par la pensée, par l'écriture. Donc oui, je lui apprends l'alphabet, oui, je lui apprends les lettres, mais je ne vais pas insister si je vois que ça ne l'amuse pas. Et s'il préfère jouer de la musique, s'il préfère jouer au ballon, ou s'il préfère faire ce qu'il a envie de faire, c'est à moi, en tant qu'adulte, de comprendre que mon enfant est un individu et qu'il a aussi sa propre personnalité à construire. Ou alors ne pas avoir d'enfant aussi, c'est un sujet. Parfois on le voit sur les réseaux, des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'on est dans un monde qui va mal, dans un monde qui va de plus en plus mal, avec des conflits, on le voit au Moyen-Orient, partout. Ça s'accélère même. On sent que l'armée se retend dans tous les pays, etc. Tu en penses quoi? On entend souvent que ce serait irresponsable d'avoir des enfants, c'est le mot que je vois. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que beaucoup de gens qui disent ça sont des gens qui ont peur d'avoir des enfants. Parce qu'on vit dans une société qui est la société la plus confortable que l'Occident ait connue depuis l'aube de l'humanité. On n'a jamais vécu dans autant de confort. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de précarité sociale, bien sûr. Mais sauf que la précarité sociale d'aujourd'hui, ce n'est pas la précarité sociale du 19e siècle, ou a fortiori du Moyen-Âge, période pendant laquelle on faisait encore des enfants. Et on faisait d'autant plus des enfants que le pourcentage de mortalité infantile était extrêmement élevé. Jusqu'en 1900, c'était à peu près 30% des enfants qui mouraient avant l'âge d'1 an, et 50% qui mouraient avant l'âge de 3 ans. Donc, un enfant qui naissait, c'était un enfant qui avait de fortes chances de mourir. Et pourtant, on continue à faire des enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des enfants parce que le monde va bien, on fait des enfants parce qu'on est vivant. On fait des enfants parce qu'on est vivant, tout simplement. Donc je veux bien qu'aujourd'hui des gens aient peur parce qu'il y a la guerre. Bon, ceci dit, la guerre, elle
elle se passe dans des pays qui ne sont pas en Europe, hein, ou plutôt, si c'est en Europe, c'est très lointain pour nous. Donc on s'inquiète de situations qui ne nous concernent pas directement. Quoi. Oui, voilà, au port de l'Europe. On s'inquiète d'une situation climatique dont j'entends qu'elle puisse être considérée comme dramatique, voire tragique. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois beaucoup de mauvaise foi dans cet argumentaire. J'ai l'impression qu'en fait, on a affaire à des individus qui se sont habitués à l'individualisme capitaliste, matérialiste, et qui n'ont pas envie de renoncer à leur confort de vie, à leurs privilèges d'individus modernes. Je veux dire par là que quand tu as un enfant, tu ne peux plus vivre comme un adolescent. Un adolescent de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, ce qu'on appelle les adolescents qui n'ont de compte à rendre à personne, n'ont aucune responsabilité, profitent de leur liberté. Ils ont parfaitement raison. Moi, j'ai profité de ma liberté pendant 35 ans avant d'avoir un enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as un enfant, tu apprends ce que c'est que le sacrifice, pour le coup, et ce que c'est que l'abnégation, c'est-à-dire le fait de passer en deuxième. Et là, tu comprends certaines choses essentielles de la vie, qui est que parfois, tu dois renoncer à certains de tes plaisirs. Tu dois affronter des choses que tu n'as pas envie d'affronter, parce que c'est comme ça que ça marche. Et donc, la culpabilisation des gens qui veulent des enfants, j'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire, c'est-à-dire, je vais te traiter d'irresponsable pour que mon irresponsabilité à moi n'apparaisse pas trop. Parce qu'il y a deux manières de devenir adulte. Partir de chez ses parents et devenir parent. Quand tu pars de chez tes parents, tu cesses d'être un enfant parce que tu dois t'assumer tout seul. Devenir parent, tu ne dois plus seulement t'assumer tout seul, tu dois aussi assumer quelqu'un d'autre que toi, quelqu'un de fragile, quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui a besoin de toi. Donc tu vas être le référent et le modèle, t'imagines, c'est pas rien. Être le modèle d'un enfant. C'est un poids sur les épaules. C'est un poids sur les épaules, c'est-à-dire que tout homme et toute femme. Quoi que tu fasses, ton enfant va peut-être l'enregistrer en bien comme en mal. C'est-à-dire que tu vas réussir à ouvrir le pot de cornichon devant ton enfant, il va te voir comme un héros. Mais je sais pas moi, tu vas faire une bêtise, tu vas tomber devant lui, enfin bref, il va rigoler. Tu deviens un peu un anti-modèle, un modèle comique. Mais dans tous les cas, tu deviens quelqu'un qui compte pour un autre. Eh ben, pour moi, c'est ça devenir parent. C'est-à-dire, c'est cesser d'être centré sur soi. C'est le décentrement radical. Je voudrais qu'on revienne dessus. Tu as dit rapidement tout à l'heure, mais est-ce que les enfants, c'est que du bonheur ? Je pense que dire que les enfants, c'est que du bonheur, c'est un mensonge. J'oserais presque dire, si j'étais un peu cynique, que c'est le mensonge de ceux qui ne les ont pas élevés eux-mêmes et qui veulent t'embrigader dans leur secte. C'est-à-dire, toi aussi, tu vas souffrir. Alors, pourquoi je dis que c'est pas que du bonheur ? Parce que les premiers temps, l'enfance, c'est beaucoup de pleurs, peu de nuits, peu de repos. Donc, c'est de la souffrance physique. Des cris ? Des cris, du bruit, des pleurs, des crises, des fois des... Se lever... Non, oui, tu peux rien faire d'autre. Tu peux rien faire d'autre, effectivement. Pour les femmes qui allaitent, ça leur fait mal. Voilà. Même si c'est du bonheur. Oui, bien sûr. Qui adorent, parce que c'est la sensation extraordinaire. Oui, encore une fois, chaque cas est particulier. Hein. Il y en a qui Mais en tout cas, c'est fatigant pour le corps d'une femme. Absolument. Mais c'est ce qui fait que la ménopause... Cheveux, les dents, ça tire sur tout le corps. C'est ce qui fait que la ménopause chez les femmes arrive aussitôt. Parce que c'est très tôt, c'est très précoce la ménopause des femmes, tout simplement... C'est vers quel âge la ménopause des femmes ? J'imagine que ça dépend, mais bon... à 10 ans près. Hein. À 10 ans près, donc entre 45 et 50. 55, ouais, 45-55, oui. Oui. Il y a des cas exceptionnels, évidemment, ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard. Quand tu vois que l'espérance de vie d'une femme, c'est 80-85 ans, ça veut dire qu'elle ne peut procréer même pas la moitié de sa vie, puisque les 10 premières années, les 12 premières années, elle n'est pas encore pubère. Donc ça fait une fenêtre de tir quand même assez réduite. Et l'une des explications que nous apporte l'évolution, c'est tout simplement qu'une grossesse est tellement épuisante qu'à partir d'un certain âge, ça devient dangereux d'avoir des enfants. Ça devient dangereux pour le corps et ça devient insupportable, au sens littéral, pour l'esprit. Ça devient trop compliqué. Ça porte un nom, je crois, quand une femme a une grossesse tardive, je crois, même vers 37 ans, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que ça s'appelle une grossesse gériatrique. Oui, parce qu'il y a des risques. Plus la femme est âgée, et plus il y a de risques de complications pour le fœtus. Et ça, c'est vrai que c'est brutal.
le fait que la nature, pour reprendre encore une fois le terme de Schopenhauer, ait décidé de mettre des limites aussitôt dans la procréation. Il y a un autre sujet que tu abordes dans ton livre, tu parles de l'importance de nos désirs. Tu parles des désirs. Qu'est-ce que c'est que le désir ? Le désir, au sens le plus large, c'est une force intérieure qui te pousse à vouloir obtenir un objet. Un objet ou une personne, parce qu'en philosophie, objet, c'est ce qui fait face à un sujet. Sujet, objet. Oui, on peut avoir du désir pour une personne. Voilà. Et à ce moment-là, la personne devient l'objet de ton désir. Donc le désir, c'est ça, c'est une force de manque. Et parce que c'est une force de manque, c'est une énergie. Parce qu'on va vers ce dont on manque, par définition. C'est pour ça qu'on dit l'attraction qu'on a pour quelqu'un. Attraction, attirance, la personne, elle nous attire. C'est un phénomène physique, en fait, l'attirance. Donc le désir, c'est cette force intérieure. Mais le désir peut prendre plusieurs formes. Tu parles de pulsion, tu dis. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec le désir ? Oui. Alors la pulsion, on va dire que c'est un terme qu'on utilise plus en psychologie, en psychiatrie, voire en psychanalyse, pour parler d'un désir irrépressible. Par exemple, tu sais, dans le cas des addictions, on parlera d'une pulsion quand le toxicomane, l'alcoolique, le boulimique, peu importe, ne peut pas résister à son désir. Quand on dit « c'est plus fort que moi, j'ai pas pu résister ». Là, on parlera de pulsion. Mais chez Freud, la pulsion, c'est un désir qui trouve son origine dans la sexualité, mais qui peut ensuite prendre des formes non sexuelles. Alors, l'exemple que je donne, parce que là, dit comme ça peut paraître un peu abstrait, c'est l'exemple de Rocco Siffredi. Alors, tout le monde à peu près connaît Rocco Siffredi. Attends, je suis pas sûr. Peut-être toutes les générations, je suis pas sûr. T'as raison, mais t'as raison. Parce Rocco Siffredi, c'est l'acteur emblématique des années 90-2000 pour les films pour adultes. Voilà, exactement. C'est un franco-italien, non ? Ou il est italien tout court ? Il était italien. Ouais. De son vrai nom, Rocco Tano. La maman de Rocco Siffredi espérait qu'il devienne prêtre. Il deviendra l'un des plus grands acteurs porno. Ouais. Donc, un destin quand même assez hors du commun. Et il y a eu un documentaire sur lui il y a quelques années dans lequel il expliquait qu'il était totalement asservi, c'est-à-dire totalement esclave de sa pulsion sexuelle. Il ne pense qu'à ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on appelle l'obsession. Il pense qu'à ça. Un jour, il a voulu arrêter sa carrière d'acteur pornographique et puis il s'est rendu compte qu'il allait voir les prostituées tous les jours. Donc il s'est dit qu'il y avait un problème, que c'était beaucoup plus fort que lui. Et ce qui est rigolo dans ce documentaire, c'est que Rocco a un cousin qui s'appelle Gabriele, qui lui aussi voulait devenir acteur pornographique, mais sauf que sur le tournage, quand le réalisateur disait action, il n'y a pas action, quoi. Ça venait pas, il n'y arrivait pas, il ne pouvait pas. Voilà, donc ça lui coupait ses moyens. Qu'est-ce qu'a fait Gabriele ? Il a sublimé sa pulsion, c'est-à-dire, au lieu d'assouvir sa pulsion sexuellement comme le faisait son cousin Rocco, il est passé derrière la caméra et il est devenu le conseiller artistique de Rocco Siffredi. C'est-à-dire qu'il a transformé son énergie sexuelle en énergie de création. Et donc, il imaginait des scénarios, il imaginait des accessoires, il imaginait des situations, en disant « Rocco, tu vas venir, tu vas marcher sur la plage avec une croix pour représenter le sacrifice du Christ. » Et Rocco, il le regardait, mais il disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces délires ?» Il dit « Non, mais moi, je suis un acteur porno, quand est-ce qu'on baise ?» Et en fait, Gabriele, lui, il était dans un délire artistique. Et c'est ça, la sublimation. La sublimation, c'est quand ton énergie sexuelle, tu ne peux pas l'assouvir physiquement, directement, tu vas l'utiliser de manière détournée. Elle va devenir une force de créativité ou une force de compréhension, d'intellection. Tu vois, tu vas te mettre à utiliser cette énergie-là pour créer ou pour comprendre. C'est-à-dire que les créatifs ont une grosse libido ? C'est l'idée de Freud. Par exemple, Freud a pris le cas de Léonard de Vinci. Il disait Léonard de Vinci, c'est quelqu'un qui avait une forte libido et qui était homosexuel à une période où c'était interdit de l'être. Sous-entendu, si tu te faisais attraper en flagrant délit d'homosexualité par l'Église, tu pouvais être condamné à mort. Donc, Léonard de Vinci, il a dû réprimer sa libido sexuelle et pour quelque part survivre à cette répression, pour ne pas exploser si tu préfères, il l'a déplacé dans la création. Et c'est ce qui a fait de Léonard de Vinci un génie artistique. Ça, c'est la théorie freudienne.
On n'est pas obligé d'être d'accord avec Freud parce que la psychanalyse n'est pas considérée comme une science. Mais c'est intéressant de se dire que l'énergie sexuelle peut avoir un but non sexuel et que tu peux la mettre au service d'autre chose. Et on en parlait tout à l'heure quand Einstein, on disait, je crois, était très chaud. oui, ou les hommes de pouvoir. Les hommes de pouvoir, souvent, il y a un intérêt sexuel à posséder le pouvoir, à conquérir le pouvoir, selon l'idée que le pouvoir attire les femmes. Donc il y a vraiment tout cet imaginaire de la pulsion, du pouvoir, de la conquête, qui joue énormément et auquel beaucoup d'hommes politiques croient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes politiques ont peut-être une très grosse libido. Oui, bien sûr. Et là, on en revient à ce que disait le philosophe Blaise Pascal et même Saint-Augustin avant lui, à savoir que la libido, elle se présente sous 3 formes. Première forme, c'est la forme sexuelle, physique. La chair. La chair, exactement. Ils appellent ça la libido sentiendi, en latin. C'est le désir sensuel. Tu as un deuxième niveau qui est la libido dominandi. C'est le désir de pouvoir. Donc tu vas investir ta libido dans la domination de l'autre. Troisième niveau. La domination sociale, tu veux dire. Sociale, politique. C'est ça, politique, je te entends parler. Ouais. Et le troisième niveau, c'est la libido sciendi, du verbe schio qui veut dire savoir. C'est le désir de connaissance. Parce que quand tu connais le monde, c'est une manière de le conquérir par l'intellect. La connaissance est une conquête de l'esprit. Et donc tu te retrouves comme le roi du monde parce que tu comprends les lois de l'univers, tu comprends les principes de l'univers. C'est ce que font les scientifiques et les philosophes, et les artistes dans une certaine autre mesure. Mais qui, à part Dieu, connaît les lois de l'univers? Le scientifique. Science, schio, savoir, c'est donc la libido, sciendi, le désir de connaissance. Donc ceux qui aiment la philosophie, ceux qui aiment l'histoire, ceux qui aiment savoir, ont une grosse libido. Ouais. Et donc c'est ça qu'on appelle la sublimation, c'est-à-dire que sublimer, c'est un terme qui vient de la physique au départ, la physique-chimie. C'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, directement. L'état solide, c'est le désir, c'est la matérialité brute du désir, corporel. Gazeux, c'est quoi? C'est l'esprit. Tu vois, c'est ce qui est évanescent. C'est ce qui est du monde des idées, en quelque sorte. Hein. Tu sais, un alcool, on appelle ça un spiritueux, parce que ça fait s'envoler l'esprit. Et ben donc, c'est vraiment le passage de ce désir brut à l'activité de l'esprit. Mais c'est la même chose fondamentalement. Il n'y a pas de décalage entre ces 3 niveaux. C'est intéressant. Maintenant, je vais regarder les gens en me disant, tiens, il aime beaucoup la culture, il aime bien, il est très artiste, il doit avoir une... Mais c'est très vrai, hein, ce que tu dis là. Parce que tu sais, beaucoup de femmes disent que à la beauté d'un homme, elles leur préfèrent le charisme. Le charisme, Qu'est-ce que le charisme? Qui a la même étymologie que le charme. Et lancer un charme, c'est lancer un sort. D'accord? Charmed, la série qui passait à notre époque. C'est la trilogie du samedi, pour ceux qui l'ont connue. C'était vraiment... Du dimanche, c'est les sortilèges. On est charmé, on est ensorcelé. Bon. Donc le charme, le charisme, c'est le charme. C'est quoi le charisme? C'est quand tu exprimes quelque chose qui est de l'ordre de la force, qui est de l'ordre de la confiance, quelque chose de sécurisant, et que tu le fais par ton aisance avec les mots, ton aisance sociale, le fait, par exemple, d'avoir de l'expérience dans un domaine, d'avoir, je ne sais pas moi, un bon bilan de vie générale. Savoir bien s'exprimer. Savoir bien s'exprimer, etc. Éloquent. Et ben, tu t'aperçois que souvent, ce charme, ce charisme, il a pour origine un désir qui s'exprime sous une forme ou sous une autre. Que ce soit le désir de la connaissance, c'est séduisant, un homme qui montre l'étendue de son savoir. Ça peut être le désir de pouvoir, c'est séduisant, un homme qui parle de son influence, de son pouvoir, de ses capacités. Tu vois? Ou alors, de son désir sexuel, c'est un peu moins séduisant d'entendre un homme parler de ses exploits sexuels. Mais ces 3 manières de formuler son désir et de l'exprimer peuvent avoir quelque chose d'attirant. Il y a un thème qui revient souvent en philosophie, t'en parles un peu dans le livre aussi, c'est comment être heureux. C'est quoi pour toi le bonheur? On avait abordé le sujet avec André Comte-Sponville à l'époque. Quelle est ta vision, quelle est ta définition du bonheur? Alors ça, c'est très difficile, parce que
chaque philosophe va avoir sa propre conception du bonheur. Il y a même des philosophes qui disent qu'en gros, le bonheur n'est pas une question philosophique. Ça, c'est Kant qui disait « Le bonheur n'est pas un objet de pensée, c'est un objet d'imagination. » Sous-entendu, chacun voit le bonheur qui lui correspond. Hein, et on ne peut pas imposer notre vision du bonheur. Par contre, moi, il y a une vision que j'aime bien, celle à laquelle je me réfère, c'est la vision des Stoïciens dans l'Antiquité, qui disait que le bonheur, c'est l'absence de trouble. L'absence de trouble, ils appelaient ça l'ataraxie, absence de trouble physique, mais surtout absence de trouble de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au quotidien, qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est rarement des douleurs physiques. Ça peut. Tu vas te casser la jambe, tu vas te faire une fracture, tu as mal aux dents, bon. Mais la vraie source de notre souffrance, elle est mentale et elle est émotionnelle. La plupart des choses qui nous font souffrir, ce sont des représentations mentales. C'est-à-dire de l'inquiétude, de la projection, de l'anticipation sur l'avenir, ou bien une galère qui pourrait arriver. Ouais, exactement. Une perte de travail. Ouais. On imagine toujours le pire, une maladie. Tu l'as dit. Du coup, voilà. On imagine toujours le pire. Ce que disent les stoïciens, c'est que la plus grande partie de notre souffrance, elle est liée à l'imagination. Elle est liée non pas aux événements, c'est-à-dire non pas aux choses, mais à la manière dont nous interprétons les choses et les événements, à la charge que nous leur accrochons à ces événements. Et donc, notre souffrance, en réalité, c'est nous qui nous la créons. On se la crée par anticipation. Donc on va penser à un scénario pessimiste, et tout le temps où on va penser à ce scénario pessimiste, on va se mettre mal, on va se mettre soi-même en souffrance. Ou alors on va repenser à un truc qui s'est mal passé dans le passé, pour le coup, et puis ça va continuer à nous faire souffrir dans le présent alors que c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Quelque part, on entretient la souffrance. On est complice de notre souffrance. Et les stoïciens nous disent, la plupart du temps, nous sommes complices de notre malheur. Parce que nous ne sommes pas malheureux à cause de ce qui nous arrive, mais à cause de la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Ça, tout le monde le fait, ça. Bien sûr. Tiens, si ma femme me quitte, tiens, si je perds ça, si je me fais voler ma moto, mince, il faut que je fasse attention. Et alors, même en fait, finalement, pire que ça, Guillaume. On se crée tout le temps le pire scénario. Parce que là, tu parles de ce qui pourrait arriver. Est-ce que c'est pas de la survie aussi, le fait de justement penser au pire? Très bonne question. Parce que la peur est une fonction vitale. Tu sais, on entend souvent des gens dire « lui, il a peur de rien ». S'il a peur de rien, il ne va pas survivre longtemps. Ouais. Parce que la peur, c'est un message, c'est un avertissement qui te dit quand il y a un danger. Et donc, il faut que tu t'adaptes à ce danger. Trois manières de s'adapter au danger. Le combat. Partir en courant. La fuite, exactement. Et il y en a un autre qui m'échappe. Mais peu importe. Dans tous les cas, il y a une stratégie de survie. Mais la stratégie de survie ne se met en place que quand il y a de la peur. Là, ce dont nous parlent les stoïciens, ce n'est pas la peur, c'est l'inquiétude. Entends le mot « inquiet ». C'est le fait de ne pas être quiet. Quiet en anglais. C'est la non-quiétude. Tu vois ? Quiet, c'est quiet, tranquillité. Tranquillité, calme. Exactement. Donc, on est inquiet quand on n'est pas calme à l'intérieur. Mais sauf que l'inquiétude ne résout jamais les raisons de l'inquiétude. Je m'explique. C'est pas parce que tu as peur qu'on te vole ta moto qu'on ne te volera pas ta moto. Ou ni l'un ni l'autre. Si tu mets un antivol, tu auras moins de chance. En gros, oui, c'est ça. Ça ne changera rien à la situation. En revanche, ça changera beaucoup à ta situation émotionnelle. C'est-à-dire que toi, tu vas te sentir mal, tu vas te faire souffrir, parce que personne n'aime ressentir l'inquiétude. Hein, on n'est pas là en train de se dire « Ah, c'est génial, je suis inquiet, j'adore ». Non. On aimerait ne pas l'être. Mais sauf qu'on entretient la raison de l'inquiétude. Donc, ce que nous disent les stoïciens, c'est que nous sommes prisonniers de choses qui ne dépendent pas de nous. Et c'est ça qui nous rend malheureux. Tu es inquiet parce que ton fils ne rentre pas de l'école. Ton inquiétude ne va pas le faire rentrer plus vite. Ce qui va éventuellement le faire rentrer plus vite, c'est que tu essaies de l'appeler sur son téléphone, que tu appelles son école, que tu appelles le voisin, machin. Qu'il y ait une action. Qu'il y ait une action, exactement. S'il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'inquiétude. Et voilà. Et ce que disent les stoïciens, c'est qu'on focalise notre énergie, on la dépense dans des réactions émotionnelles au lieu de la dépenser dans des actions concrètes sur ce qui dépend de nous. Et très souvent, on va s'inquiéter de choses qui ne dépendent pas de nous et on va complètement laisser de côté ce qui dépend de nous. C'est pour ça que le stoïcisme, parfois on lui reproche d'être une philosophie de la passivité, c'est tout le contraire.
C'est tout le contraire. C'est une philosophie qui nous pousse à agir sur ce qui dépend de nous. Donc ce n'est pas une philosophie de la passivité, c'est une philosophie de la lucidité. Mais en même temps que le stoïcisme nous dit arrêtez de vous inquiéter pour tout et rien, parce que ça ne change rien, le stoïcisme nous dit aussi arrêtez d'espérer. Parce que c'est quoi l'espoir? C'est l'envers de l'inquiétude. C'est une projection, comme l'inquiétude, mais tournée du côté positif. Mais sauf que quand tu espères quelque chose, ce que tu espères ne dépend pas de toi. Ça dépend du hasard, ça dépend du comportement des autres, ça dépend de plein de paramètres sur lesquels tu n'as pas prise, ou alors tu n'as pas toutes les manettes en main. Donc d'une certaine manière, tu te condamnes toi-même à la déception lorsque tu espères des choses qui ne dépendent pas de toi. Eh bien ça aussi, ça fait naître du malheur. Tu cites une phrase dans ton livre, tu dis je profite, quand on dit je profite de la vie, je suis épicurien. Ouais. Eh bien tu dis qu'on se trompe. Ouais, totalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit « je suis un épicurien », on ça veut l'entend dire... tout le temps, la phrase. Bien sûr. Je suis un épicurien, moi je suis un bon vivant. Un bon vivant. Je bouffe, je bois, je suis un bon vivant, je suis un épicurien. Ouais. Je sors, voilà. Eh ben, c'est un contresens parce Pourquoi? que Épicure prônait la modération. En fait, il expliquait... Putain, c'est intéressant parce qu'on l'emploie vraiment à l'inverse. Complètement. C'est Et justement pour ça les que mecs qui se mettent des guillemets, je suis un épicurien. Dans le livre, je me suis amusé à rétablir le sens véritable de choses qu'on prend complètement à contresens. Comme quand on dit je suis cartésien, je ne crois pas en Dieu ». Bon, ben, pas de chance, Descartes croyait en Dieu. Machiavélien, machiavélique, c'est pas la même signification. Bon, ça, à la limite, on pourra passer. Cartésien, c'est vrai qu'on l'emploie à contresens aussi, alors. Ah, totalement. Moi, je suis cartésien, je crois pas. Ouais. Ouais, totalement. Parce que cartésien, aujourd'hui, ça veut dire à la fois un esprit logique, ça c'est vrai, Descartes était logique, mais ça veut dire aussi je ne crois que ce que je vois. Alors qu'en fait, Descartes disait non, les perceptions sont trompeuses. Il faut se fier à sa raison. Et il était croyant, il croyait en Dieu. Donc là, ça ne marche pas. Et bien, épicurien, c'est exactement la même chose. Épicure disait qu'on ne pouvait trouver le bonheur que dans la modération des plaisirs. Un exemple tout simple. Un verre de vin, pour ceux qui aiment le vin, c'est très agréable. Donc on boit un verre de vin. Et si tu bois 2 verres de vin, 3 verres de vin, si tu bois toute la bouteille, ben, l'ennui, c'est que le lendemain, tu risques d'avoir un peu mal à la tête. Tu risques d'avoir un peu mal au ventre. Enfin bref, tu ne vas pas te sentir bien. Donc d'une certaine manière, ton excès de plaisir aura provoqué une douleur. Donc, ce que nous dit Épicure, c'est presque un raisonnement logique, c'est de dire... mais la modération. Bah oui, c'est de dire... consommer avec modération. C'est de là que vient le slogan, consommer avec modération. Parce que sinon, Épicure te dit, mais c'est un mauvais calcul en fait. Parce que le but, c'était quand même d'éprouver du plaisir. Mais si ton plaisir te conduit à de la douleur, bah, d'une certaine manière, c'est que ton désir, tu l'as mal géré, tu l'as mal dosé. C'est pareil pour la cuillère dans le pot de Nutella, tu vois. C'est pareil pour tout. Tout ce qui est source de plaisir devient source de douleur avec excès. Exactement. Et donc, ce que nous dit Épicure, c'est qu'on a une mauvaise définition du bonheur parce qu'on croit que le bonheur, c'est une accumulation, voire une maximisation des plaisirs. Il dit que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est que la modération qui peut nous apporter le vrai bonheur, parce que la modération, c'est profiter des plaisirs sans les inconvénients des plaisirs. Tu parles d'une expérience à faire à la maison pour ne pas se fier aux apparences. Dans le livre, il y a beaucoup de choses. Là, on aborde quelques sujets, évidemment. On peut pas aborder tout le livre. Il y a plein de choses. C'est très intéressant. Et c'est surtout très facile à lire. Ouais. Pour un livre sur la philosophie, c'est ça qu'il faut vraiment spécifier. C'est conçu pour que les personnes de tout niveau puissent s'y retrouver. En gros, c'est pas chiant, quoi. Ouais, et puis il y a les histoires en introduction qui permettent de vraiment avoir un ancrage très concret dans les idées des philosophes. C'est très facile. Nous sommes condamnés à être libristes. Bon, la philosophie, c'est pour vous aussi, c'est chez Larousse. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez le chercher. De Charles Robin, précepteur. Pardon, on était où? On parlait de l'expérience que tu disais et dont tu parles dans le livre, ne pas se fier aux apparences. Ouais. Descartes disait, quand on veut connaître quelque chose, généralement, notre réflexe, c'est de se fier à notre perception. Donc on va observer un objet et puis on va le décrire tel qu'on le perçoit. Mais sauf qu'il dit, mais ça ne marche pas à tous les coups. Il dit par exemple, regardez, je prends un verre d'eau, puis je mets un crayon dans ce verre d'eau. Si je l'observe, que je me mets, tu vois, sur le côté, j'observe le crayon à la surface de l'eau. Je m'aperçois que le crayon, il apparaît comme coupé à la surface. Un petit peu tordu, ouais. Enfin, pas au même endroit. Un peu décalé. Un peu décalé. Donc là, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Je sors le crayon, non, je m'aperçois qu'il est toujours aussi droit, je le remets dans l'eau, hop, le même phénomène se produit. La conclusion de Descartes, c'est que
les choses ne nous apparaissent pas telles qu'elles sont. Autrement dit, on ne peut pas se fier aux apparences des choses pour les connaître. Traduction, nos sens sont trompeurs. Donc on ne peut pas se fier à nos perceptions. Et c'est là qu'il essaye de trouver un autre moyen de connaître les choses. Il se dit, en fait, on ne va pas se fier à la perception, on va se fier à la raison. La raison, c'est-à-dire le raisonnement logique. Et c'est là-dessus qu'il va bâtir toute sa connaissance, en disant, tu sais la phrase « je ne crois que ce que je vois », non, c'est le contraire. Ce que tu vois est trompeur. Et donc j'ai pris un autre exemple beaucoup plus contemporain que celui du verre d'eau, c'est celui du bateau flottant. C'est Raymond, mon chauffeur routier, qui roule près de la Manche et qui voit à un moment donné un cargo en lévitation au-dessus de l'eau et il ne comprend pas. Alors il s'arrête. C'est un mirage au bord de la mer. Ouais. Eh bien, c'est un mirage. Et le mirage, c'est connu comme phénomène, mais sauf que quand tu le vois, toi, tu sais ce que tu vois. Si tu vas dire aux gens, j'ai vu un bateau léviter au-dessus de l'eau, on va dire, non mais mon gars, toi, tu as un petit problème, tu as un peu trop picolé ce midi. Alors que c'est ce que tu vois. Alors que c'est concrètement ce que tu vois. C'est juste que tu n'as pas l'explication du phénomène. Donc un effet d'optique, une illusion d'optique. C'est là où Descartes nous dit, ne nous fondons pas pour la connaissance sur ce que nous percevons, sur ce que nous voyons, sur ce que nous entendons. Fondons-nous sur la raison et la compréhension logique des phénomènes. Est-ce que tu crois en Dieu, toi ? Personnellement, non, sauf si on peut faire entrer dans la définition de Dieu l'idée d'une intelligence organisatrice. Je m'explique. Tu vois l'univers, le cosmos, et tu te dis, tiens, le cosmos obéit à des lois, les lois de l'univers, les lois physiques, etc., etc. C'est le travail des scientifiques, d'ailleurs, de les dévoiler. Mais l'existence même de ces lois, on ne sait pas quelle est leur origine. C'est-à-dire, il y a l'origine des planètes, il y a l'origine de l'univers, mais moi je parle de l'origine des lois de l'univers. Eh bien, si on me dit par exemple que Dieu, c'est l'autre nom des lois de l'univers, moi à ce moment-là, ça me va. Parce que c'est bien l'idée d'intelligence, intelligence au sens d'organisation. Parce que c'est trop parfait. Alors, il y a ça, mais... On a eu les discussions il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as vu. Oui, Dieu, la science, l'épreuve. Exactement. Moi, j'ai vu. C'est trop parfait, mais qui nous dit que l'univers, avant d'exister tel qu'il existe aujourd'hui, avec ses lois qui lui permettent de fonctionner, qui nous dit qu'il n'y a pas eu des milliards de tentatives d'univers qui n'ont pas fonctionné, précisément parce que les lois n'étaient pas parfaites. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est un raisonnement d'humain, là, ce que je suis en train de te dire. Et je pense que à partir d'un certain niveau, l'esprit humain n'est plus capable de comprendre. De comprendre l'infini. De comprendre l'infini, de comprendre... Après les étoiles, il y a quoi ? Oui, c'est ça. Et puis même... Pas de fin. Tu vois, je vais donner... pas de mur. Je vais donner une expérience qui rejoint ce qu'on est en train de dire. C'est l'éternel retour chez Nietzsche. L'éternel retour chez Nietzsche, ça consiste à dire que si tu tapes à la machine à écrire au hasard, et que tu fais ça sur un temps infini, eh bien, à un moment donné... Il y aura des mots. Non, il y aura des mots, il y aura des phrases, il y aura des œuvres. À un moment donné, il y aura Roméo et Juliette. À un moment donné, il y aura... Oui, parce qu'il y aura une combinaison infinie. Et oui, parce que dans un temps infini, toutes les combinaisons sont possibles. C'est intéressant, ça. Dans un temps infini, il y a Roméo et Juliette, suivi de... je ne sais pas quel film, Inception. Parce que c'est dans un temps infini. Dans un temps infini, il y aura... On arrivera à tout. Tu arriveras à taper ton numéro de sécurité sociale, suivi du numéro de sécurité sociale de ta femme. Temps infini. Mais ça, c'est totalement impossible à concevoir pour l'esprit. Cette idée de temps infini. C'est trop grand. C'est trop grand, exactement. Donc ça, c'est la première version de l'éternel retour chez Nietzsche. Maintenant, si on transpose ça à ce dont on parlait, c'est-à-dire la question de Dieu, des origines, si on imagine un temps infiniment reculé, oui, on peut très bien envisager qu'il y ait eu des prototypes de l'univers qui n'ont pas fonctionné. Jusqu'au moment où, par l'effet des probabilités, on est tombé sur une combinaison qui fonctionnait. Tu reprends une citation d'un philosophe, Marc Aurèle, en l'occurrence, là, et tu dis « Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret... » C'est intéressant aussi, je vais aborder le sujet, si tu veux bien, avant de terminer l'émission, mais hyper important. « Dès l'aurore... » tous les jours, en gros, oui. Dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. Ouais.
Pourquoi tu voulais? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire qu'il ne faut pas attendre de la nature humaine qu'elle soit différente de ce qu'elle est réellement. On a des attentes envers le monde, on a des attentes envers l'être humain. Qu'est-ce qu'on a comme attente? On veut que les gens soient gentils, on veut qu'ils soient compréhensifs, on veut qu'ils soient bienveillants avec nous. Bref, on veut que le monde s'accorde à notre désir. C'est vraiment ça qu'on attend. Et dès que quelque chose contrarie notre désir ou notre attente, qu'est-ce qu'on fait? On s'en plaint. On reproche aux autres... On est déçu. On est déçu. On reproche aux autres d'être ce qu'ils sont. On reproche au monde d'être injuste. Bref, on n'est jamais content. Et c'est toujours la faute des autres. Ce que nous dit Marc Aurèle... C'est très vrai, ça. C'est très vrai. Mais est-ce que c'est pas tous les humains qui ont du mal à trouver le bonheur, donc ils ne sont jamais contents? Bien sûr, je pense que ça nous concerne tous. C'est pour ça que le stoïcisme est vraiment une philosophie universelle, à mon avis. Parce qu'on peut tous s'y reconnaître, à des degrés divers. Ce que nous dit Marc Aurèle, c'est qu'une fois que tu as compris que l'humanité était imparfaite, une fois que tu as compris qu'il y avait des gens qui, pour une raison ou pour une autre, allaient t'énerver, allaient t'agacer, allaient entrer en conflit avec toi, pourquoi ne pas tout simplement intégrer l'information et au moment où ça va arriver, laisser couler? Laisser couler, pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Les gens bêtes, est-ce que tu vas, à coup de baguette magique, les rendre intelligents? Les gens méchants, est-ce que tu vas, à coup de baguette magique, les rendre gentils? Tu ne changeras pas les gens. Tu ne changeras pas les gens. Et d'ailleurs, les gens ne te changeront pas non plus. Parce qu'après tout ce que tu demandes aux autres, peut-être que les autres le demandent pour toi. Ouais. Quand on dit, tu sais, les gens sont ceci, les gens sont cela. Oui, mais toi, pour les gens, tu es les gens. Tu fais partie des gens. Donc, d'une certaine manière, tes attentes, elles sont irréalistes. Et tu ne peux être que malheureux quand tu nourris des attentes irréalistes. Parce que tu te condamnes à ce que la réalité ne soit jamais à la hauteur de tes exigences. Donc, c'est l'autre phrase des stoïciens qui dit « Plutôt que de vouloir changer le monde, change ta représentation du monde. Change tes attentes envers le monde. Et ta vie s'améliorera grandement parce que tu ne demanderas plus au monde de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. » C'est là que tu deviens un vieux sage. Et exactement. C'est là que tu commences à devenir un sage. Des gens. Et que du coup, tu peux tomber dans une forme d'acceptation généralisée de tout. Oui, mais c'est-à-dire que tu trouves une situation injuste et tu dois juste l'accepter. Ouais. Si elle ne dépend pas de toi, en tout cas, tu n'as d'autre choix que de l'accepter et de comprendre pourquoi elle arrive, cette situation. Tu dis le monde, c'est dans le film Matrix, tu cites le personnage de Neo qui va se rendre compte que tout ce qu'il croyait être vrai, sa réalité, sa vie est une invention de son esprit. Il arrive à tordre une petite cuillère, d'ailleurs, à l'époque, par la pensée. Il se rend compte que c'est en fait l'univers qui se plie. Le monde n'est qu'illusion. Je vais parler de ça parce que c'est quoi le message philosophique dans Matrix? Ah, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs messages philosophiques et je n'ai absolument pas la prétention de percer le mystère de la signification du film. En revanche, le film, il nous met très clairement en contact avec la question de qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce qu'on appelle la réalité? Et c'est très difficile de répondre à cette question parce que toi, par exemple, la réalité de ce studio, comment tu sais que ce studio existe réellement? Parce que je l'ai construit. Parce que tu l'as construit? Avec des amis, oui. Ouais. Mais sinon, est-ce qu'on vit pas dans une simulation? Mais là, faut pas me lancer dans le sujet. C'est ça. C'est la question. Tout ça est vrai? C'est la question. Eh ben, j'en parlais encore avec un... La réalité, c'est que je n'ai pas construit. J'ai accompagné des amis pour le faire. Parce que tu aurais pu me répondre, regarde, il est là. On l'a fait, mais voilà. Il est là. Il y a des gens qui savent faire mieux que moi. Ouais. Tu vois, si tu le touches, tu vas t'apercevoir qu'il existe concrètement, il est solide, oui. Mais cette sensation de solidité... Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe en dehors de ta conscience? Et en fait, ce sont ces quelques mots qui font toute la différence. Est-ce que ça existe en dehors de ta conscience? Et là, je te pose une question à laquelle tu ne peux pas me répondre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te transporter en dehors de ta conscience. Donc, par définition, pour toi, tout ce qui existe, c'est ce dont ta conscience t'informe comme existant. Ce mur, ce néon, cet invité qui est en face de toi. Mais vu que tout passe par ta conscience, peut-être que ce n'est que dans ta conscience. Et ça, tu ne pourras jamais le savoir, parce que tu ne peux pas ni sortir de ta conscience, ni regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a le film, vous vous rappelez d'Inception aussi à l'époque, il y avait Marion Cotillard dedans. Elle est, dans le film, elle est prisonnière de son rêve. Tout à fait. En fait, elle choisit de vivre dans son rêve, de jamais revenir à la réalité. En fait, c'est son sujet. Comment on peut montrer justement qu'on n'est pas que dans un rêve et qu'on ne va pas se réveiller? Parce que
Moi, il y a un truc qui me marque avec les années. J'ai 40 ans maintenant. J'ai l'impression que ça s'est passé en 5 minutes. Les 20 dernières années. La relativité du temps d'Einstein, c'est-à-dire que tu te rends compte que finalement 5 minutes passent comme 10 ans. Bien sûr. Tu vois, plus je grandis, plus je le ressens. Ah mais ça c'est normal, hein. Ça peut s'expliquer physiquement parlant, c'est que... Mon cerveau est moins excité parce que je vis. Alors il doit y avoir ça. J'avais vu ça, c'est-à-dire que comme je fais plus de première fois, Ouais. entre guillemets, première fois que je rentre dans ce studio, première fois que je fais du cheval, je dis n'importe quoi, première fois que je fais du vélo, alors la première fois tu es là, tu fais waouh, ton cerveau est excité, c'est la première fois qu'il vit quelque chose, après il s'habitue, et donc tout à fait. Le fait que ça monte moins et que ça descende moins, l'électricité on va dire dans le cerveau, c'est plus calme et du coup ça passe plus vite. Oui, c'est une explication que j'ai vue l'autre jour. Ton cerveau a perdu sa virginité. Voilà. La virginité du cerveau, c'est ce qui fait que tout paraît nouveau. Et quand tout paraît nouveau, tu as l'impression d'être dans une forme d'éternité permanente. Hein, on le voit beaucoup chez les enfants d'ailleurs, qui s'émerveillent, qui n'ont pas la même notion du temps que nous. Ils peuvent passer des heures et des heures à refaire et à refaire et à refaire quelque chose qui nous aurait saoulés au bout de 2-3 fois. D'ailleurs, avant 7 ans, alors ça, j'ai vu ça pour les parents, les enfants n'ont pas la conscience du tout du temps et donc du timing. Et donc quand tu dis dépêche-toi, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. En fait, c'est pour ça qu'ils disent, mais ils ne comprennent pas parce que pourquoi il faut se dépêcher. Pour eux, tu les interromps juste, en fait. Attends, ils les empêchent de jouer. Ouais. Il y a l'école dans 10 minutes, mais je ne comprends pas pourquoi il faut se dépêcher. Ils n'ont pas ce sens-là. Ouais. Jusqu'à 7 ans. Et pour revenir à ta question sur le temps qui passe de plus en plus vite, regarde, à 40 ans, un an, c'est 1/40e de ta vie. Alors qu'à 10 ans, un an, c'est 1/10, donc 10%. Tu vois ? Donc pour toi, aujourd'hui, un an, c'est une petite brique. C'est rien. C'est pas grand-chose. Et bien, d'un simple point de vue temporel, une année s'écoule plus vite pour toi, maintenant, à 40 ans, que quand tu avais 10 ans. C'est totalement normal. Et je mets de côté le fait que quand on a une vie bien remplie, c'est-à-dire que l'esprit n'a pas le temps de s'ennuyer, parce que qu'est-ce que c'est l'ennui ? C'est la sensation du temps qui passe. Eh ben, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, donc le temps passe plus vite. Et tu as sorti une BD aussi qui s'appelle Philorama, qui est de grande qualité. Hein. C'est vraiment... on a travaillé de manière acharnée. Je l'ai en version papier, là, et elle est très grande. C'est chez Larousse aussi. Chez Larousse aussi, ouais. Voilà, c'est Charles Robin, vous l'avez fait à 3, ça s'appelle 3. Philorama, les petites histoires des grands philosophes. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors on trouve 10 histoires qui mettent chacune en scène un philosophe, et on essaye de montrer à la fois des scènes de vie du philosophe, où on a mélangé des événements réels et des événements fictifs, inventés, et puis à la fin de chaque histoire, on a un cours en 2 pages qui résume la pensée du philosophe en question. Alors on alterne, il y a du registre comique, beaucoup, mais il y a aussi du registre dramatique. L'histoire, par exemple, de Spinoza est dramatique, l'histoire de Rousseau est assez triste. Bon voilà, je ne vais pas raconter... C'est pour quel âge ? Je dirais qu'à partir de 15-16 ans, on peut commencer à la lire, parce que c'est écrit de manière simple. Mais après, voilà, l'idée, c'est aussi de s'initier, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et de difficulté. Et c'est aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, permettre de s'instruire en se divertissant. Vous aurez le lien, les amis, c'est pareil dans la description. J'ai 2 questions très intéressantes, parce que je pense que on se la pose tous, on se dit souvent tous, tiens, il n'y a pas de hasard, tu vois, j'avais dit, il n'y a pas de hasard, regarde, il arrive. Qu'est-ce que c'est que le hasard ? Tu l'expliques très bien, et pourquoi il n'y a pas de hasard ? J'avais fait une conférence TEDx à l'époque sur la question du hasard, justement, et j'avais développé une approche rationnelle du hasard. Souvent, quand on dit, il n'y a pas de hasard, qu'est-ce qu'on sous-entend ? On sous-entend qu'il y aurait une sorte de force mystique qui guide les événements. De coïncidence. Oui, de coïncidence, mais d'où vient la coïncidence ? C'est ça la question. Et comment ils appellent ça ? De synchronicité. Voilà, ça c'est un concept qu'on trouve chez le disciple de Freud, qui est Carl Gustav Jung, la synchronicité. Et donc la question, moi, que j'ai voulu pointer, c'est quels sont les hasards qu'on remarque ? C'est-à-dire que là, par exemple, on a nos 2 tasses qui sont posées l'une face à l'autre, et il se trouve que la poignée de ta tasse est dans cette direction, et puis la poignée vers de moi ma tasse, et l'autre vers toi. Voilà. Quel hasard incroyable. Bon. Il y avait toute une série de positions possibles, et non, il a fallu que ce soit celle-là. Ça, c'est la blague que je prends en disant le numéro de carte d'identité. Ton numéro de carte d'identité, tu sais, tu avais une chance sur 10 puissance 33 de l'avoir. C'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Ça devient incroyable à partir du moment où ça a une signification pour nous. Et c'est là où je dis, attention, souvent quand on dit « Waouh, quelle coïncidence !», c'est de notre propre point de vue.
ça a du sens, le hasard, Oui, quand, mais c'est de l'ego, quand ça s'adresse à nous. Oui. Quand ça s'adresse à nous. Oui. Moi, des fois, par exemple, je fais un épisode sur, je sais pas moi, j'ai fait un épisode sur les accords Toltec il n'y a pas longtemps, et on m'a dit en commentaire, ah, mais c'est incroyable, je viens de lire les accords Toltec et tu sors ton épisode à ce moment-là. Oui, mais il y a 1500 commentaires de personnes qui n'ont pas lu les accords Toltec. Et... Donc, pour toi, c'est incroyable parce que ça t'arrive, mais pour des tas de gens, ça n'a rien d'incroyable parce que ça n'arrive pas. Moi, ce que j'aime bien dire, plutôt que de parler de synchronicité, j'appelle ça les petits clins d'œil de la nature. C'est quand parfois dans le monde, il se passe des choses qui semblent s'adresser à nous, et même si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ce qui importe, c'est le message que ça nous envoie. Moi, un jour, j'étais dans les embouteillages, et j'étais agacé de ces embouteillages, j'en avais marre. Et j'en avais d'autant plus marre que, peu de temps avant, j'étais dans un état de sérénité, de stoïcisme, comme on en parlait tout à l'heure, et là, je me voyais en train de m'agacer, ce qui avait le don de m'agacer encore plus. Et là, je regarde la voiture en face de moi et sur le pare-brise arrière, il y avait un petit écriteau sur lequel il y avait écrit « Souriez, la vie est belle » avec un petit smiley clin d'œil. C'est comme si la nature m'avait envoyé le message que j'avais besoin de lire à ce moment-là. Je ne me suis pas dit « c'est incroyable cette synchronicité ». Je me suis dit « tiens, pour peu qu'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous, on verra des signes de choses qui s'adressent à nous. » C'est pour ça que parfois on a l'impression qu'on est dans une simulation. Tu te dis, c'est pas possible. Parce que parfois, les coïncidences sont tellement énormes qu'on a du mal à se dire qu'il n'y a pas quelque chose qui les a provoquées. Tu l'expliques bien avec le lancer de dés. Ouais, le lancer de dés, le lancer de dés, si tu lances le dé et que tu tombes sur le bon résultat, c'est le hasard. Pourquoi c'est le hasard ? Parce que tu n'avais aucun moyen de connaître le résultat du dé à l'avance. Mais sauf que si tu avais un super pouvoir purement d'ordre physique, c'est-à-dire d'être capable de savoir la force du lancer, la direction, précise, voilà, la rugosité du tapis, tous les éléments physiques qui entrent en jeu dans le phénomène. Et à la fin, tu serais capable, non pas de deviner, mais de prédire le résultat, parce que tu posséderais toutes les informations. Et donc c'est pour ça que Spinoza, l'auteur qui parle du hasard, dit qu'on appelle hasard ce qui n'est en réalité que notre ignorance. On ignore pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, donc on les appelle hasard. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai dans les faits. Moi, hier, par exemple, je suis tombé sur un vieux collègue de boulot que je n'avais pas vu depuis 12 ans, et je suis tombé sur lui et j'ai trouvé ça incroyable de retomber sur lui. Mais les 12 années où je ne suis pas tombé sur lui, je ne me suis pas dit, tiens, c'est curieux quand même que je ne l'ai pas vu. Est-ce que si tout est lié, il y a déjà quelque chose d'écrit pour nous ? C'est un sujet, tu vois, tout le monde y a déjà pensé. Est-ce que tout est déjà écrit ? Certains le pensent, mais ceux qui le pensent généralement pour des raisons religieuses ou spirituelles. Et c'est là où je dois faire la différence entre la philosophie, qui essaye, dans la mesure du possible, attention, de rester en accord avec la raison, et la spiritualité et la religion qui relèvent en partie de la foi. La foi, c'est quoi ? C'est la croyance, croyance/confiance, puisque le mot foi à l'origine signifie confiance. Et donc, ça suppose l'existence d'une entité surnaturelle, disons-le comme ça. Donc les gens qui pensent que tout est écrit, ils pensent soit que tout est écrit par Dieu, ou soit qu'il existe un destin, mais généralement, s'il y a un destin, il y a un Dieu ou il y a des divinités derrière. Donc dans tous les cas, c'est l'idée d'un plan qui existe. Moi, je ne crois pas dans l'idée que tout est écrit, je crois dans l'idée que tout est en train de s'écrire. C'est la différence entre le déterminisme et le prédéterminisme, ou le fatalisme. Pourquoi je ne pense pas que tout est écrit ? Parce que sinon, ça rend ma vie inutile. Ça veut dire que si tout est écrit, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quoi que je fasse, ça ne changera rien. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc ça rend passif. Et moi, je n'ai pas envie de mener une existence passive. Je trouve que c'est triste, la passivité. C'est triste d'attendre que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Tu sais, j'ai des amis, je ne sais pas si tu en as aussi, qui rencontrent quelqu'un, et puis tu vois que la personne leur plaît, et ils ne savent pas s'ils doivent aller dans un mode de séduction, s'ils doivent relancer, rappeler la personne. Puis ils te disent, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Et à chaque fois, je réponds, oui, mais si tu ne rappelles pas, ça n'arrivera pas. Il faut bien que tu provoquer le hasard. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un destin, ce destin, il semble là qu'ils sont en train de te donner un coup de coude pour que tu viennes l'aider. Mais si tu restes dans ton canapé... Tu connais l'histoire de ce naufragé qui est sur une barque. C'est
un voyageur sur un bateau, le bateau fait naufrage, et puis le gars, comme dans Titanic, il s'accroche à une bouée. Et là, il y a quelqu'un qui vient le chercher avec une barque et qui lui dit « Monsieur, venez dans le bateau, on va vous sauver. » Il dit « Non, non, merci, ça ira, Dieu me sauvera. » Bon, le bateau repart. Deuxième canot qui arrive, montez, « Non, non, Dieu me sauvera. » Troisième canot, même chose, « Dieu me sauvera. » Le gars se noie, il arrive au paradis, et là, il fait face à Dieu, il dit à Dieu « Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé ?» Et Dieu lui répond « Tu plaisantes, je t'ai envoyé 3 canots, mais tu les as envoyés bouler. » Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu crois que les choses vont arriver comme elles doivent arriver, c'est aussi à toi d'être attentif Aux signaux qui sont en train de te prévenir qu'il y a quelque chose à faire ou au contraire qu'il n'y a rien à espérer. Mais c'est trop facile de faire porter la responsabilité de nos choix, de notre avenir et de nos actes à des forces supérieures sur lesquelles on n'a aucun pouvoir d'action. Non, je pense que tout ce qui contribue à nous rendre passifs et spectateurs de notre existence est mauvais. Est-ce que vous faites la notion du bien et du mal en philosophie ? Bien sûr. Et est-ce que l'être humain est cruel ? Enfin, déjà, est-ce que vous abordez le bien et le mal ? Oui. En philosophie morale, on pose la question du bien et du mal. Bon, ça a été traité par plein de philosophes et je ne vais pas faire un exposé là-dessus. Mais par contre, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne ? Moralement parlant, j'entends. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne ? Il y a des philosophes comme Kant qui vont dire une chose est bonne si elle obéit à l'impératif catégorique qui nous dit de ne jamais traiter l'humanité comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Autrement dit, on ne doit pas utiliser les autres, on ne doit pas les réduire à des objets. Ok, une chose est bonne si on peut vouloir l'universaliser à toute l'humanité. Ok, bon, c'est technique, c'est une manière de voir les choses. Mais les utilitaristes sont beaucoup plus concrets. Ils disent, c'est très simple. Une chose est bonne si elle produit du bien-être. Si elle produit du plaisir, du bonheur. Parce que pour eux, c'est la même chose. Une chose est mauvaise si elle produit de la souffrance. D'ailleurs, quand on dit « j'ai mal », le mal, c'est de faire mal à quelqu'un. Donc, le mal est associé à la souffrance. Donc, les utilitaristes, c'est leur seul critère. Ça veut dire que tu peux faire des choses que la société définit comme mauvaises. Si dans les faits, tu n'as fait de mal à personne, c'est pas mal. Et même si tu as fait du bien à des gens, c'est très bien. Voilà. La question de la cruauté, par contre. Sur l'être humain. Est-ce que l'être humain est cruel ? Et là, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai toujours du mal à dire que l'être humain peut être un monstre. Parce que monstre, tu sais, ça déshumanise. Et souvent, on déshumanise ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on veut éloigner de nous, ce dont on veut s'écarter. Mais il y a des comportements monstrueux. Les comportements monstrueux, ce sont les comportements qu'on n'arrive pas à concevoir, qu'on n'arrive pas à supporter, qu'on n'arrive pas à vouloir essayer de comprendre. Tu sais, quand des meurtriers, des tueurs en série, des psychopathes commettent des crimes abominables, si tu as quelqu'un qui arrive pour faire leur avocat et nous expliquer qu'en fait, ça vient de leur enfance, ça vient de leur éducation, ça vient de leur traumatisme, je pense que ça ne suffira pas à ce qu'on ait envie de savoir pourquoi. Je pense qu'on se dit non, je ne veux pas le savoir. Et c'est ça qu'on appelle le monstre. Le monstre, c'est celui qu'on n'a pas envie de comprendre. Mais moi, en tant que philosophe, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui prône la compréhension, je suis obligé de vouloir aller voir ce qu'il y a derrière, de vouloir comprendre qu'est-ce qui a conduit quelqu'un à adopter un comportement monstrueux. Tu vois, Montaigne disait, on appelle monstre, barbare, il disait, celui qu'on ne comprend pas. Mais le barbare, il y a des choses chez nous qu'il ne comprend pas non plus. Tu vois, on est un peu le barbare du barbare, parfois. Mais nous, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on vit avec nous, avec nos codes, avec nos représentations. Est-ce qu'on est mauvais ou est-ce qu'on le devient ? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que la psychopathie inclut une dimension biologique au niveau du cerveau. Voilà. Au niveau neurologique, il y a un câblage particulier chez les psychopathes. Mais je crois savoir aussi que ça se développe plus ou moins avec le vécu et avec les traumatismes liés à l'enfance. Et souvent, d'ailleurs, m'a-t-on dit, les traumatismes liés à la mère. Qui décide du bien et du mal, de ce qui est bien et de ce qui est mal ? Celui qui a le pouvoir d'imposer sa conception du bien et du mal. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais quelque chose que la société considère comme mal,
la société te fera savoir que tu as mal agi. Si tu n'as pas respecté une règle qu'elle a instaurée et qu'elle a le pouvoir de te punir, de te sanctionner pour ça, elle te dira ça c'était bien, ça c'était mal. Et puis dans 50 ans, quand ce sera un autre régime, ce sera d'autres règles qui vont prévaloir. Et à ce moment-là, le bien sera devenu le mal et le mal sera devenu le bien. Donc pour moi, il n'y a pas de Le bien d'aujourd'hui n'est pas forcément le bien d'hier. Ah, dans les faits, en tout cas, ouais, c'est ça. je veux dire, qu'on soit croyant et qu'on pense que Dieu nous a édicté ce qu'est le bien et ce qu'est le mal dans des textes saints et que c'est ça le bien, c'est ça le mal. Pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, dans le monde concret, le bien et le mal, c'est ce qu'on peut nous imposer comme étant le bien ou comme étant le mal. Donc après, tout ce qu'on va dire, ça n'aura pas de valeur. Ce ne seront que des mots qui n'auront pas d'influence. Voilà, moi je m'inquiète par exemple que des lois puissent prochainement, par exemple, interdire l'opinion, enfin l'expression de certaines opinions au motif que ce seraient des opinions complotistes, donc dangereuses, donc il faudrait criminaliser la pensée. Ça, je m'en inquiète. Mais peut-être que ça va passer dans la loi et que dans 20 ans, on dira « Non, mais c'est très bien d'avoir interdit l'expression de ces idées-là. » Et moi, je serais le seul à trouver que non, c'était mal de criminaliser ces idées-là, tu vois. Donc le mal d'aujourd'hui n'est pas le mal de dans 20 ans ou dans 30 ans, comme, je veux dire, nos ancêtres trouvaient très bonnes certaines choses qu'on trouve inacceptables aujourd'hui, en matière de droit, en matière de liberté. Merci d'être venu, d'avoir partagé. On aurait pu faire 2 fois plus longtemps. Sans problème. Là, littéralement, voilà, il me reste beaucoup de fiches. On pourrait refaire peut-être un jour avec grand plaisir. Une partie 2. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, il y a tes 2 livres qui sont dispo. Philorama, la BD. Chez Larousse, si vous voulez aller la chercher. Et le livre, La philosophie, c'est pour vous aussi. Voilà, tu as les 2 livres, le livre et la BD de dispo. Et puis je mettrai dans la description, si vous voulez aussi, le lien de la chaîne, donc Le Précepteur, la chaîne de Charles, pour te retrouver là-bas. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. En vrai. Et puis bon courage pour le retour du coup à Montpellier. Ouais, merci. Puis à bientôt pour un autre épisode. Avec plaisir. C'était hyper intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires, à liker la vidéo, puis à vous abonner. Vous êtes 150 000, 200 000 chaque mois à nous retrouver. Donc merci beaucoup d'être si nombreux. Puis en podcast audio aussi, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci beaucoup de faire de Légende le premier podcast de France. Ça nous touche beaucoup. On voit que vous arrivez chaque semaine, chaque mois, de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à toute la team, à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission, filmé l'émission aussi. Je vous embrasse fort. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite, mercredi, vendredi et dimanche sur Légende. Ciao tout le monde.